Madame, Monsieur, nous sommes dans une république des califes à la place du calife, des personnes qui se croient tout permis et qui, évidemment, déplacent les moyens de l'État, des cortèges de 15 véhicules avec des ambulances pour quitter la ville de Yaoundé pour Douala, avec tout ce qu'on peut connaître comme grande pompe avec ces personnes-là qui se comportent vraiment comme le président de la République. Ce sont des ministres, ce sont également des hauts cadres et des hauts fonctionnaires, mais également des hauts dirigeants de ce pays qui se croient être le président de la République et qui décident d'ailleurs de mobiliser les fonctionnaires mis sous leur disposition pour clairement donc montrer leur grande puissance. On en parle ce matin pour dénoncer cette situation parce que le peuple ne peut plus de ces personnes hautaines, de ces personnes qui se vantent et qui évidemment font du mal à cette République à travers leur manque d'humilité, parce que un ministre, lorsqu'il se déplace, doit quand même avoir un peu d'humilité et ne pas faire comme si on devait barrer les routes, tout arrêter pour qu'il passe bien qu'étant ministre. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi 7 décembre 2018. L'émission, comme chaque matin, va s'atteler à rouler, évidemment à dérouler le tapis rouge de tous les grands sujets qui concernent notre devenir, le devenir de cette nation, de cette république, celle du Cameroun. Et les acteurs majeurs de ce rendez-vous du savoir sont bien en place. D'abord vous, Monsieur Batchou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi-Inégou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour tout à fait particulier à ces surfactureurs des chantiers de la CAN Total 2019 au Cameroun. Un camion de sable à 700 000 francs CFA. La journée d'un manœuvre à 500 000 francs CFA. Monsieur Eric Fopoussi, dans quel pays sommes-nous? Nous avions d'ailleurs été les premiers sur ce plateau à faire une émission totalement consacrée à la mercuriale du Cameroun. Et on voit très bien que ces surfacturations-là sont arrivées aux oreilles de la Banque mondiale qui vient de commettre un rapport pour dire que ce n'est pas normal que les chantiers qui ailleurs coûtent des sommes raisonnables en soi à être explosé au Cameroun, comme on le voit, parfois 2 à 6 fois plus que dans d'autres pays. On ne peut pas continuer comme ça si on veut développer ce pays. Un camion de sable à 700 000 francs CFA, c'est pour couler un pont qui vous amène au paradis ou quoi. À un moment donné dans ce pays, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut plus accepter cette roubladise, cette fourberie. On ne peut plus accepter le déshonneur que certaines personnes, que certains dirigeants font peser sur le Cameroun. Vous comprenez pourquoi ils ont importé tout jusqu'aux manœuvres? Voilà, absolument. Ils ont fait des préfabriqués, ils ont importé les Turcs, les Italiens pour venir construire les stades au Cameroun. Ce n'est pas normal, alors que cette CAN devait justement être l'occasion de stimuler l'économie locale, de permettre aux Camerounais de travailler, de permettre aux Camerounais de montrer leur génie. Pourquoi pas de permettre aux Camerounais de construire eux-mêmes leur stade? Au Cameroun, on a des ingénieurs qui peuvent le faire. On doit faire confiance à ces gens-là. Mais comme vous le savez, on est assis dans un pays où des personnes ont pensé qu'au lieu de servir la République, elles doivent se servir elles-mêmes. Ça, ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. On commence cette émission ce matin par le titre du Messager. Paul Biya pris au piège par ces créatures. Dans quelles circonstances est-ce qu'on inscrit ce piège-là et pourquoi? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce piège? Qui a posé ce piège? En tout cas, il faut des sanctions, il faut sanctionner sévèrement ceux qui ont porté atteinte à l'image
de la République avec cette honte, cette humiliation que vient de subir le Cameroun avec le retrait de l'organisation de la CAN 2019 à notre pays. On doit sanctionner, le chef de l'État doit sévir, le chef de l'État doit mettre hors d'état de nuire ces personnes-là. On va d'ailleurs avoir le temps de vous dire quelles sont les responsabilités et où on a trouvé des goulots d'étranglement. Le chef de l'État lui-même l'avait dit en 2015 dans un discours historique, avait dit qu'il y avait encore des lenteurs administratives, ces goulots d'étranglement. Il avait lui-même fait un diagnostic propre de la situation, mais sauf que 3 ans après, on n'en est pas encore à prendre ce qu'il faut comme résolution pour résoudre ce problème. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Vous restez avec vos camonouseries là-bas, avec les lions, qui est responsable, qui ne l'est pas. Un autre problème va encore naître. En effet, le Comore demande à la CAF de retirer le Cameroun, c'est-à-dire les lions indomptables, selon le Comore, ne devraient même plus participer à cette compétition. C'est chaud devant là-bas maintenant. Merci. Les Comores. Vous voyez à quel niveau le Cameroun se retrouve. On se retrouve à se laisser donner des leçons par des pays comme les Comores. Bon, je ne sais pas que j'ai quelque chose contre les Comores, mais à ce niveau-là, même les Comores trouvent le courage de dire des choses. Les dispositions dans les textes réglementaires de la FIFA, de la CAF. Non. Que ce soit les Comores. Quand vous êtes un pays organisateur et que vous n'organisez plus, qu'est-ce qui vous donne les raisons d'aller être... Est-ce que vous savez de quel pays on parle là? Les Comores, les îles Comores. Alors les îles Comores, vous avez vu leur stade? Vous avez vu le stade dans lequel on a joué aux Comores tout récemment, le match Comores-Cameroun? C'est un champ de patates. Mais sauf que même pour taper le Comore sur le terrain, vous souffrez beaucoup. Donc c'est pour dire clairement que notre football est à un niveau où les gens comme les Comores se trouvent le courage de nous dire n'importe quoi. Il s'agit d'une question entre le Cameroun et la CAF. La CAF a clairement dit que la situation du Cameroun n'est pas une situation normale. D'ailleurs, par respect pour le Cameroun, il a fallu qu'on nous trouve cette porte de sortie pour 2021. À nous maintenant de pouvoir la saisir et d'être prêts et de pouvoir dire à Côte d'Ivoire que entre nous, frères ivoiriens et camerounais, on peut s'entendre sur cette date 2021, mais que les Comores viennent s'immiscer dans les choses des grands. Moi, je trouve ça inadmissible. Le Comore aussi est un État membre, c'est un pays membre de la CAF. Je peux vous dire que mais voici les gens, un État membre qui nous perturbe. Quand vous perturbez la réunion, tendance même, c'est ça. Elle a même subi même des punitions. Comme elle bavarde 3 réunions, on lui dit mais sortez. Bombok, vous me connaissez, vous savez que là je fais de l'ironie. Oui, que j'ironise sur la situation. Donc, quand vous êtes même le président de l'association et que vous avez un comportement déviant, un simple membre va vous dire mais président, vous aussi. Et voilà. D'accord. Lorsque tout un requin est sorti de la mer, a avalé le lion, a attrapé le lion pour le noyer. Vous pensez qu'on avait encore affaire à une équipe? Vu ce que le Cap Vert avait fait au Cameroun, donc laissez le Comore. Le requin a attrapé le lion sur terre, l'a ramené dans l'eau et l'a noyé. En tout cas, c'est pour dire, madame, monsieur, avec cette once d'ironie et de maïtique un peu quand même, dire que des gens ont plongé le Cameroun dans la gadoue, dans la boue. Aujourd'hui, il y a des pays qui avant ne nous parlaient pas, qui avaient peur de nous parler, qui se trouvent aujourd'hui le courage de le faire. C'est pour dire que le Cameroun est descendu vraiment plus bas que terre. On va démarrer l'émission républicaine de ce matin avec la première articulation tout aussi républicaine. Il s'agit de l'histoire du jour puisqu'il s'agit aussi là d'une action de correction des mœurs publiques. C'est une mission régalienne de cette émission et on compte bien tenir notre cahier de charge comme d'ailleurs fixé depuis le début de la création de cette émission. Donc c'est l'histoire du jour et c'est Tendance Cognier, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, Eric. Ce matin, on s'arrête à Yaoundé. Voilà. Monsieur Martin a fait fort. Je ne parle pas de Martin Foyan. Parce que Martin Foyan, c'est un directeur. C'est mon père. Il faut aussi le coucou. Un coucou à mon père. Non, pas de lui. On appelle le type là Père Mac. Mon père même s'appelle Martin Foyan. Donc je profite une fois pour lui faire un coucou. Il nous regarde quelque part.
Mais celui qui a fait ce que je vais vous dire tout à l'heure, là, s'appelle Père Marc. On l'appelle Monsieur Martin. Du côté de Fougerolles à Yaoundé, il a mis les choses de son épouse dehors. Chalamel et M. Foposi connaissent bien l'endroit là. Tu connais où il dit à Fougerolles? Ils connaissent. Tu es né à Yaoundé, Eric. Toi aussi. C'est comme je laisse simplifier ici. Chalamel, lui, ne connaissent les Yaoundé plus que toi là. Même plus que moi-même. Oui. Bon, c'est normal, après avoir grandi, fréquenté, fait l'école et tout ça, c'est normal de bien savoir comment va la capitale politique du Cameroun. D'ailleurs, on salue tous ceux qui nous regardent de Fougerolles et même de Koulfoulou, voilà, tous ces quartiers. Voilà, des sauces. Moi, je connais Yaoundé. Très bien. J'appelle les sauces, tout ça. D'accord. Mais, Père Martin s'est comporté au point où son épouse a dit, ouais, si je savais, je ne lui disais pas. Si j'avais gardé ça pour moi seul, ça ne devait pas arriver à ce niveau. Demande-moi qu'est-ce que c'est. J'ai envie de savoir. Demande-moi d'abord mon père, je suis pressée de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme même m'a appelé, on a causé. J'ai aussi causé avec son époux. Il m'a dit que sa décision est prise, il l'applique. En partant, donc quand il me raccrochait, je lui ai dit que papa, comme tu me dis au téléphone que tu as beaucoup de respect pour moi et tu ne m'écoutes pas, je ne suis pas d'accord. Il m'a dit tendance que j'ai beaucoup de respect pour toi, beaucoup de respect pour Equinox, mais je ne dois pas t'écouter. Je lui ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Parce que son mari lui a donné l'argent pour faire des trucs. Elle a mené ça dans sa famille. Ce n'est pas un problème d'argent, Père Mombo. Ou si c'était l'argent, ça ne devait pas arriver à ce niveau. Je ne sais pas. Mais je vous explique. Papa m'a remis les choses de son épouse dehors. Pourquoi? Parce que son épouse l'a appelé hier pour lui dire, pour se confesser. Ah, ils étaient ensemble, l'a appelé au téléphone? Seulement à deux. Elle a appelé que bébé, je veux qu'on cause, rentre plus tôt. Parce que c'est sérieux. J'ai envie d'enlever ce fardeau. Pour moi, c'est comme si c'était un fardeau. Voilà le mot qu'elle m'a dit. Oui, je sais que fardeau veut dire quoi. Elle m'a dit qu'elle voulait se libérer. Elle a appelé son époux pour lui dire que ouais, nous sommes en décembre. Voilà le mois de janvier. Voilà le mois de janvier et c'est la nouvelle année. Et comme c'est la nouvelle année, je voulais te dire, mon chéri, que je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Voilà la question qu'elle a posée. Monsieur a dit oui, je t'aime bien. Parle vite, chérie, je mange et dors. Question piège. Question piège. Est-ce que tu m'aimes, bébé? Il a dit oui. Ta vie sans moi, c'est ma vie sans moi-même. Elle a expliqué que mon amour, le père de mes deux gosses, l'homme pour qui je meurs, papa, je voulais te dire que j'étais trompée pendant 1 an. J'étais trompée pendant 1 an et c'est une façon de me réconcilier. Je ne le ferai plus. L'homme avec qui j'étais trompée, je lui ai dit qu'on arrête. Que j'aime mon mari, que j'aime bien. Elle croyait que monsieur allait peut-être la caresser au sens du poil. Elle croyait que monsieur, au nom de l'amour, devait dire que lui, maman, au moins, tu es honnête. Je te pardonne. Que ça reste entre nous. Explique-moi pourquoi tu m'as trompé. C'est ce que monsieur n'a pas dit. Monsieur est resté bouche bée. Donc, elle a déstabilisé son époux. Ce qu'il a fait, c'était seulement de ramasser ces choses, mettre dehors et de lui dire, va continuer avec l'homme avec qui tu m'as trompé. Je ne me sens plus homme. Donc, ton show est toi. Comme c'est gâté là-bas dehors, tu viens me dire la vérité. Je ne suis plus chaud. Ramasse, entre dans la maison. Tu ramasses même ce qui m'appartient. Même ce qui t'appartient, même ce qui ne t'appartient pas. Tu pars seulement avec. Elle me dit que elle est là. Elle ne sait pas comment elle va faire père maman. Monsieur n'a pas accepté qu'elle dorme dans sa maison. Elle n'a pas dormi chez le monsieur. Elle est partie. Donc monsieur, elle est partie dormir chez sa soeur, chez sa grande soeur. Mais elle fait du mal. Et elle empêche à son mari d'être fâché. Elle devait faire comment? Monsieur a ramassé tout, il a mis dehors. Elle a dit à son mari elle doit donc comprendre que son mari doit être fâché. Donc, lui, elle a même la chance. Tu lui aurais d'abord donné au moins 10 coups aux fesses, après tu vois ce qui vient après. Est-ce que, d'abord même, on dit une faute à moitié pardonnée. Il faut avouer. Avouer autant pour moi. Voilà, le français élastique. Et c'est un lapsus. Voilà, c'était un lapsus. Une faute à moitié pardonnée. Une faute avouée. Elle dit qu'une faute avouée. Laisse-moi, ça va arriver. Pardon, laissez-moi, je suis troublée, ça va arriver. Il a pardonné à moitié, dans l'autre moitié, il n'a pas pardonné. Donc, une faute avouée, à moitié pardonnée. C'est l'une des chansons de... Oui, tout à fait. Voilà, c'est la chanson là qui m'embrouille, Karim. Une faute
Avouer. Avouer est à moitié pardonné. Et à moitié pardonné. Est-ce qu'on doit avouer son infidélité à son époux? Voilà, voilà la réponse que je cherchais. On doit avouer son infidélité à son époux. Point d'interrogation. Si oui, monsieur, est-ce qu'au nom de l'amour, vous ne pouvez pas aussi dire oui, madame m'a dit parce qu'elle est honnête? Parce qu'il y a des femmes qui font ça, mais elles le disent par leur mari. L'année prochaine, elle peut encore bien demander pardon. Est-ce qu'étant marié, on ne doit pas être fidèle? Quand on est dans un foyer là, quand tu prends sur toi de dire je m'engage à être avec tel monsieur, on ne doit pas être fidèle. Est-ce que c'est bien d'aller encore voir ailleurs? Point d'interrogation. Pour moi, je dis non. Quand tu es marié, tu es marié, tu dois être fidèle à ton homme. Je m'arrête là, Eric, et tu continues. Ça, c'est le type d'histoire que j'aime beaucoup parce que ça nous permet au moins de nous parler en face. Et de se dire la vérité en face. Voilà, donc voilà, c'est ça, c'est important. Mais cette femme est suspecte quand même. Hein. Cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que qu'est-ce qui peut bien susciter à une femme un tel éclat de conscience qu'elle se lève un matin, il n'y a rien eu, elle dit bon, aujourd'hui je décide de dire à monsieur que je le trompe depuis 1 an. Qu'est-ce qui avait pu passer par sa tête? Je ne sais pas si elle prépare un coup d'État. Je ne sais pas ce qu'elle prépare. Elle a été surprise sûrement. Et elle a peur que la personne ne fasse avant. D'accord, elle prend les devants. Pour ne pas, oui. Parce que c'est c'est quand même terrible. Il n'y a rien, le monsieur, ça se passe normalement. Il rentre tous les soirs, il mange son repas, il se couche, il dort. Et cette femme décide de venir nuire. Gâcher sa fin d'année. Ça veut dire que début de l'année prochaine également. Moi, je ne comprends pas. Faites tout ce que vous faites. Mais ne faites pas que je le sache. Faites tout ce que vous faites, mais ne faites pas que je le sache. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, maintenant, après, sur ce plateau, que ce soit Charlamel Batchou, que ce soit Karine Santia ou Le Père Bombok, on va voir dans quelle mesure on va donc traiter cette question, ce sujet ce matin. Je commence par vous, hein, Père Bombok. On va dire quoi ce matin? De quoi il s'agit dans cette histoire? Le mari, bon, on peut hein, aujourd'hui dire ce qu'on veut sur son comportement, mais il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de cette femme. Non, c'est un mari, j'allais dire, trahi. Il est même menacé. Il est menacé. Et Aimé Césaire, si vous avez lu son œuvre Une tempête, Une tempête, il a dit quelque part que méfiez-vous la face d'une femme qui ment. Quand on dit tu es calme comme la face d'une femme qui ment. Pendant toute l'année, elle est restée calme. Donc, je ne peux pas imaginer qu'une telle chose puisse arriver. Mais donc, pour aller de manière plus claire, justement... Est-ce que vous croyez que cette femme ait vraiment fait ce qu'elle dit qu'elle a fait? Parce qu'il oui. y a aussi... Absolument. Elle peut même être sincère oui. et pouvoir dire que oui, j'ai trompé, je le lui avoue et j'arrête là. J'arrête. Mais le problème, c'est que ce sera difficile pour son époux de consentir à cela, de savoir que son épouse s'est bien repentie. Parce que c'est compliqué à dire, c'est difficile. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il passe un moment comment je vais dire ça, de réminiscence. Il va se souvenir depuis leur début jusqu'à aujourd'hui. Il s'est dit, mais elle m'a dit 1 an. Est-ce que c'est vraiment 1 an? Vous savez, ça suscite beaucoup d'interrogations et la confiance va s'effriter. J'ai peur que la confiance ne puisse plus s'installer au sein de ce couple et c'est là le danger. En fait, comme je dis, ce qu'on conseille, ce que la société africaine conseille, c'est quoi? C'est que vous ne dites rien. Mais il y a une exception où on a l'obligation de dire. Quand la femme a conçu avec quelqu'un d'autre, son mari, vous avez l'obligation de le dire. Pourquoi? Parce que précisément, dans les rapports chez nous, dans les rapports communautaires et tout, c'est le lien de sang. Dans la pérennisation de la descendance, c'est le sang. Parce qu'il faut éviter les incestes demain. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque un mari meurt, on demande à la dame, est-ce que de son vivant,
tu as eu à entretenir des relations avec ses frères ou avec quelqu'un d'autre. En fait, voilà même le point fondamental qui encadre les rites de veuvage. C'est pour préserver le lien de sang. Parce que il ne faudrait pas que le monsieur dise « Ah oui, mais j'ai mes 2 enfants » alors que là-dedans, il n'a qu'un seul. Ou peut-être n'a même pas d'enfant du tout. Et là, la femme sera plus terrorisée. Je pense qu'il y a même certains films qui le montrent. Lorsque ces enfants vont grandir et vont vouloir aller en mariage, elle sera là, elle va voir sa fille vouloir se marier avec son frère parce qu'elle avait trompé son mari. Bon, ce genre, pour éviter donc, ce genre d'inceste qui pourrait perturber, parce qu'il y a les gènes, lorsqu'il y a croisement des gènes de même espèce, il y a la descendance est diminuée et même anéantie. Donc, ce n'est qu'à ce niveau qu'on avoue. Mais l'autre, c'est quand on vous surprend. Vous êtes obligé de dire la vérité. C'est-à-dire que vous êtes allé comme elle était là, peut-être un membre de la famille ou un ami de son mari ou même sa propre amie la surprendre en train d'entretenir des relations avec quelqu'un d'autre. Vous dites là, vous avez l'obligation et que la peur, là on dit. Mais qu'est-ce qui peut amener une femme à une telle prise de conscience subite, spontanée, puisqu'on se rend compte qu'elle a décidé du jour au lendemain de se repentir? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Non, chaque être humain a ce qu'on appelle un fond intérieur, c'est-à-dire ta conscience morale. L'examen de conscience. Oui, l'examen de conscience. Ta conscience morale te juge. Tu te dis, voilà monsieur, bon, un homme m'a, comment je vais dire ça, m'a troublé un peu, bon, maintenant je ressaisis mes sens, je reviens, mais et pourtant je n'ai pas de problème avec mon époux, bon, vraiment, je regrette d'être allé avec cet homme-là, donc vraiment, il faut que je l'avoue à mon mari. Il y a des femmes sincères qui peuvent le faire aussi. Donc, alors, est-ce qu'on peut penser que la réaction de ce bonhomme, de ce mari, est disproportionnée? Non, c'est une réaction normale. Et j'ai dit, il aurait même à notre époque un conseil, mais sauf que si vous tapez la femme, ça veut dire que vous l'avez pardonné. Donc, la réaction normale, c'est ça, c'est que tu quittes d'abord. Tu quittes. Et là, la femme, ce qu'elle devrait faire, c'est de chercher un frère de son mari ou une sœur de son mari. Parce qu'en fait, ton mari, c'est lui qui est là, mais ce n'est pas lui qui avait remis la bouteille. Même ton papa, quand le représentant de ta famille remettait la bouteille à quelqu'un, il y a quelqu'un qui avait pris la bouteille, qui a, comment je vais dire ça, qui a réglé, qui a diligenté tout ce processus du mariage. Donc, il sait qu'il a un papa. D'accord. Donc, ce que vous appelez un beau-père, même si celui-là est décédé, il y a une hiérarchie dans toute notre famille, un chef de famille, il doit y aller et lui en parler discrètement. Ou alors à la maman, il est là, elle lui dit que maman, vraiment j'ai commis une erreur, voilà. Tout à fait. Et là, on va ramener ce mari progressivement, mais c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle aille se confier à la maman du monsieur avant de se confier à lui directement, ou pas? Non, comment d'abord oui. Voilà. Donc c'est pour ça que comme c'est compliqué, on vous dit mieux vaut ne pas en parler. Ne pas en parler. Et arrêter une fois. D'accord. Alors, Chalamel, la question que je m'en vais vous poser, est une question un tout petit peu taquine, je le dis tout de suite. Est-ce que dans la culture bantoue, lorsqu'une femme est dans cette situation, ça veut dire qu'on arrête le mariage sans aucune forme de procédure? Je vous réponds très simplement, M. Rifopoussi, en 3 points. L'infidélité de la femme est la mort de son foyer, l'assassinat de son mari, son propre décès spirituel et l'empoisonnement de ses enfants. Waouh! C'est grave, ça. Hein? C'est grave. Je vous le dis. L'assassinat de son mari, son propre décès spirituel, monsieur Rifopoussi. La femme, son propre décès spirituel. Qui se suicide, c'est un suicide spirituel. C'est un suicide, monsieur Rifopoussi. L'empoisonnement de ses enfants. Monsieur Rifopoussi, ce monsieur ne jette pas sa femme dehors. Il pouvait la garder, mais il ne jette pas sa femme dehors. Il jette son vécu.
Pendant un an, elle le regardait comme le chat. Parce qu'à l'heure où elle lui dit que donc pendant un an, tu me souriais là, tu me trompais. Pendant un an, elle préparait à manger. Il mangeait de cette nourriture, monsieur Rifopoussi. Je vais vous dire, il est plus facile pour une femme de quitter le ménage que pour un homme d'abandonner sa femme. Il est plus facile pour la femme de rentrer un soir, dire c'est terminé. Et elle se donne... La femme ne fait rien à moitié, monsieur Rifopoussi. La femme ne fait rien à moitié. Soit cette femme a été déçue dehors par ce gars. C'est bien ce que je me disais. Soit elle est allée chez ce gars, elle a tamponné pas une, pas deux, pas trois fois d'autres filles. Elle a dit vraiment il n'y a rien dehors. C'est pour ça que quand une femme dit qu'il n'y a rien dehors, attrapez, tapez. Et un proverbe arabe le dit, tapez vos femmes. Si vous ne savez pas pourquoi, elles savent pourquoi. C'est un proverbe arabe qui le dit, monsieur Rifopoussi. Et je rejoins Bonbon. Monsieur Rifopoussi, pendant un an, elle a entretenu des rapports avec son mari. L'homme, lorsque vous lui dites, il voit le film en disant, qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment? C'est là où son compteur commence à tourner. Et il se dit, bon Dieu, dont j'étais avec elle comme ça là. Ses sorties, ses réunions, ses voyages, tout commence à défiler. Il commence à scruter tous vos gestes. Tous vos gestes. Un an repasse rapidement devant lui. Et des ses coups de fil, le réseau, les téléphones datés, l'argent de la ration qui finissait trop. Il commence à scanner, monsieur. Trop d'embouteillages. Trop d'embouteillages. Les combos avec lesquels on sortait pour aller regarder un malade. Monsieur, il faut pousser sa cervelle, tout. Le gars commence à dire, bon, voilà. Voilà. Jusqu'à ce qu'il ait reconstitué le scénario du film dans lequel il est mort. Il ne pourra pas avoir la paix tranquille, monsieur, il faut pousser. Sa cervelle va commencer à tourner. Oui. Disons, monsieur, il faut pousser que, à l'époque de nos mamans, on a vu nos mamans, quand on a vu nos jeunes soeurs à leur mariage. On apprenait, monsieur, il faut pousser. Au-delà du simple anneau qu'on met, les conneries là qu'on appelle, permettez-moi l'expression. Qu'on met, merci Bobo, qu'on met, c'est pas ça le mariage. Oui, c'est pas ça le mariage, monsieur, il faut pousser. Donc vous dites que l'alliance qu'on met dans... C'est zéro. Il n'y a rien du tout. C'est zéro. Monsieur, il faut pousser. La cérémonie de mariage, on éprouvait l'amour que l'homme pouvait avoir pour sa femme. C'est-à-dire, on le miettait à ce que, quand le gars, on se rend compte qu'on a fini le gars et qu'il tient, on lui dit, prends la femme, prends ta femme. Monsieur, il faut pousser. J'ai eu à rester des jours où, en soirée, je cause avec ma maman et dit, mon corps n'est pas bien. Mon corps n'est pas bien. Votre père n'est pas rentré. Non. Pourquoi il n'est pas rentré? Elle change d'attitude. 2-3 heures plus tard, quand le papa arrive, ils sont dans la chambre. Elle reçoit en disant, telle chose était arrivée à votre père. Monsieur, il faut qu'il y ait une fusion. Il y a un cordon entre l'homme et sa femme. L'homme est capable de rester au bureau et dire, ça ne va pas prendre le téléphone, il appelle sa femme. Bonjour, c'est comment? Elle dit non, mais ça j'ai telle situation, il arrive. C'est cette fusion. L'homme doit être capable. Mon père, quand il s'asseyait, regardait ma mère, il sait ce qu'elle pense. Quand elle s'asseyait, regardait mon père, il sait ce que mon père pense. C'est ça le mariage, monsieur Fopoussi. Mais ce n'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. Sentir, monsieur Fopoussi, sentir la fusion. Il n'y a plus de fusion aujourd'hui. Voilà la crise qui s'est installée. Cet homme, même s'il reprend cette famille, il n'aura pas d'amour. Cet homme, même s'il vit, il n'aura plus d'amour. Ce sera une grosse crise, monsieur Eric Fopoussi. Les enfants, maintenant, vont payer les pots cassés. Comment les enfants vont payer les pots cassés? Je vous raconte une histoire qui s'est passée avant qu'on ne change de score en ce que c'est devenu aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi. Les anciens magasins score. Tout à fait. C'est un monsieur qui garde son véhicule. Il rentre faire des achats. Bon, il n'a pas tout baissé complètement puisqu'il y avait les gardiens là. Il entre, il va faire des achats. Quand il ressort, il trouve un bébé, assis à l'intérieur. On a mis un bébé au côté passager. Il interpelle, personne. Les gardiens disent qu'ils n'ont rien vu. Il démarre avec la voiture, il va au niveau du commissariat, il va se plaindre, il dit non, regardez le bébé, laissez toutes les références. C'était un monsieur quand même nanti. Regardez, on va vous appeler. On va vous appeler si jamais la maman du bébé ressort. Il rentre chez lui avec l'enfant. La femme dit non, c'est l'enfant que tu as fait dehors. On est venu t'abandonner. Il appelle même la maman de la famille pour expliquer, repartons, la femme ne veut rien entendre. Elle dit, l'enfant ne dort pas chez elle. Alors le monsieur dit, donc pour te prouver que c'est comme ça, on va aller faire dans le test de paternité. Il appelle tous les enfants et dit non, jamais.
Mes enfants ne bougent pas. Il dit tous les enfants, il récupère tous les enfants. Il dit on va faire le test de paternité avec ça pour démontrer. Voilà un vrai homme. Hein? Ils vont faire, monsieur, il faut aussi. Oui. Le drame, je vais vous le dire. Mais j'imagine. Aucun des enfants n'était les siens. J'imagine. J'imagine. Et c'est elle qui gueule, qui gueule la première pour. Je dis aucun n'était le sien. Ce monsieur est vivant. Ce monsieur est vivant, il a Bonanjo. Ce monsieur est vivant. Aucun n'était le sien. Je confirme, je connais. Oh mon Dieu. Aucun n'était le sien. Ah. Il a gardé cet enfant qu'on lui a donné, il l'élève. C'est cet enfant-là qui l'élève. Les autres, la demandé avec les mères d'aller se chercher. Donc, monsieur, il faut possible. Voyez jusqu'où il y a la crise de l'amour, la crise du sentiment, la crise du mariage. Qui est-ce qu'on épouse? Monsieur, il faut possible. Parfois, vous voyez une femme se lever le matin, elle regarde son mari et lui dit ta journée ne sera pas bonne. Traîne à la maison. Traîne à la maison, ne sort pas tôt. L'homme écoute l'intuition de sa femme. Lorsque ce cordon-là, et que la femme vienne vous dire je t'ai trompé. Monsieur, il faut possible. Le film est là, est lourd. La femme, avant d'aller en mariage, était préparée. Il y avait un agora, il y avait un endroit, un bon glacé, et une matriarche qui avait le devoir d'enseigner comment faire l'amour, comment atteindre l'orgasme, comment provoquer. Il y avait des mamans au village, c'est les mamans les plus expertes qui enseignaient aux jeunes filles. Elles avaient un temps en semaine, ou le mois, où elles se retrouvaient. Chaque femme posait les problèmes de son foyer. Absolument. Mon mari, mon mari, on lui dit prends telle écorce. Prépare désormais, si tu préparais une fois tel repas, prépare 2, 3 fois. Augmente. Ajoute ceci dans tes des condiments que tu fais, tu mélanges. Est-ce que tu as ça? Il y avait des conversations. Comment tu restes? Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'une femme qui dort nuit près de son mari ne doit pas être surprise d'avoir l'enfant. Mais comment les femmes dorment aujourd'hui? Comment sont-elles proches de leur mari? Les séries télévisées, les Leonardo DiCaprio, les Ricardo, les Santibáñez. Voilà les femmes qui rêvent. Vous êtes à côté de votre femme, elle rêve là-bas. Elle regarde la télé. Wow, vous êtes assis. Vous êtes imbattable. Je vous rassure, on va prendre tout de suite évidemment la vie de Karine Sotia sur l'histoire de ce matin. C'est vrai que lorsqu'on questionne la légèreté de cette femme à facilement s'abandonner dans les bras du premier venu, de se laisser tromper comme ça, parce que c'est pas elle qui a trompé. Hein. Généralement, on l'a amadoué, on l'a fait, comme on dit, pour prendre un discours trivial. Oui, bien sûr, on peut le dire. Bon, Karine, c'est à vous. Hein. Moi, je suis dans le cas de Charles Hamel ce matin, mais il y a un aspect qu'on a un peu négligé. On oublie que cette femme-là ne pouvait ne pas se faire amadouer, que c'est elle qui amadouait un jeune dehors. Parce que elles sont très nombreuses, ces femmes mariées, âgées même parfois, qui font la cour aux jeunes garçons et qui entretiennent ces garçons-là, bien qu'elles soient mariées et mères d'enfants. C'est-à-dire quoi? Elle mène une double vie, tout comme un homme qui trompe sa femme peut avoir une double vie. Elle le fait de manière simple. Maintenant, moi, je veux bien comprendre à quel moment est-ce qu'elle s'est dit que je suis en train de mal faire et que ça peut retourner contre moi. Je ne sais pas beaucoup comment est-ce que c'est arrivé, mais on va comprendre que c'est la culpabilité de l'infidélité et puis la victime de la conscience. Elle est coupable de son infidélité, mais elle a une conscience qui est arrivée à un moment donné qui lui a dit « Ma chère, tu es en train de détruire ton foyer. » Elle voudrait bien garder son foyer, mais elle constate que ce qu'elle a fait est très grave. Et son mari, ça s'explique aussi, peut-être qu'elle a été retrouvée, peut-être à la sortie d'un hôtel. Elle a été prise en flagrant délit. Oui, peut-être qu'elle a été prise en flagrant délit, je prononce bien. Mais on ne va pas oublier quand même que la maxime d'une faute avouée à moitié pardonnée, qu'elle peut être pardonnée, mais ça va prendre du temps. Tout comme ça prend du temps à une femme de pardonner l'infidélité de son mari, tout comme ça va prendre du temps, et même plus de temps encore à l'homme, parce qu'il sait quand même que la femme, c'est la mère de ses enfants, la personne en qui, même s'il ne fait pas confiance à sa mère, il ne fait pas confiance à son frère, il fera quand même confiance à sa femme, parce qu'elle est la seule qui dit, ne fais pas ci, il peut quand même prendre du recul avant de ne pas faire. Donc, non seulement il y a une confiance qui a été détruite entre sa femme et lui, mais désormais, il aura peur de la femme qui élève ses enfants. Ok, on va prendre juste 30 secondes avec Tendance parce qu'on n'a plus de temps, malheureusement. On a beaucoup épilogué, on a beaucoup surloqué sur ce sujet. Tendance, juste quelques secondes. Eric, je vais encore redire que ça, c'est le divorce de la honte. Oui.
Quand une femme vient se confesser à son époux que bébé, je reconnais mon infidélité. Papa, au nom de l'amour, pardonne. Quand elle te disait vous étiez deux, c'est une confession. Quand vous vous trompez vos femmes, on vous fait quoi? Mais je demande aux femmes d'aller tromper leur mari et pour aller dire que tendance à dire que quand vous-même vous trompez, là on fait quoi? Quand on se marie, on doit être fidèle parce que vous connaissez. Vous avez parti de que tendance à dire que si on vous trompe, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis seulement en train de dire aux hommes que quand vous trompez vos femmes et quand on vous attrape, on pardonne. Toi aussi pardonne, papa. Au moins elle est honnête. Elle était honnête avant de venir te dire, elle veut être libre dans sa tête, elle veut se libérer. Maintenant, quand tu la chasses, quand tu fais de ça un problème d'état, qu'elle te dit, il y avait, les mouches ont entendu, dans 4 murs, les murs ont entendu, les mouches ont entendu. Maintenant, tout le monde entier est au courant. Qu'est-ce que sa famille, elle va dire? Qu'est-ce que ses copines vont dire quand on entend que son mariage est fini? Un homme qui se respecte ne doit pas faire ça. Tu dois pardonner ton épouse en lui disant que ouais bébé, dis-moi ce qui n'a pas marché. Oui, tu m'as trompé pendant 1 an. Je m'étais comporté comment pour que ça arrive là? Pour que ça en arrive là. Ça se dit en français, non? Voilà. Pour qu'on en arrive là. Pour qu'on en arrive là. Soit peut-être, quand nous on doit ensemble, pendant qu'on cause, je ne cause pas bien. Tu aimerais que je fasse comment? Non, mais attends, tu veux que ce soit le mari qui se pose la question? Non, que monsieur, il va demander à son épouse que bébé, peut-être qu'on passe à l'acte. Si tu ne ressens rien, dis-moi comment tu aimerais que je... C'est sa femme dans son repentir qui doit donc continuer à dire. Lui, il va demander. Je reconnais que tu ne m'avais pas... C'était arrivé comme ça parce qu'il ne faut pas... Ce n'est pas le mari qui pose les questions. Lui aussi peut poser par moment. Non, intérieurement. Peut-être n'est même plus là. Tu as manqué l'argent de la ration. Tu m'as demandé à refaire, acheter des habits. Je n'ai pas acheté. Bref, elle aussi, elle peut dire, bébé, je suis allée dehors parce que j'avais aussi besoin d'être comme les femmes mariées de mon âge. Je voulais être aussi androïde. Je suis allée dehors parce que j'avais faim. Elle a commencé son scénario, qu'elle le termine. Ok, d'accord. Papa, pardonne, au nom de l'amour. D'accord, c'est bon. Alors, pour revenir, je vais juste te dire que tout récemment, je suis tombé sur une pensée qui me permet quand même de mettre tout le monde d'accord sur ce plateau. Cette pensée disait précisément ceci. Une clé qui ouvre plusieurs portes est une bonne clé. Mais une porte dont n'importe quelle clé ouvre, c'est une très mauvaise porte. Je ne sais pas si ça peut vous mettre d'accord sur ce plateau. Monsieur, il faut possible. Disons à tous les jeunes garçons célibataires qui sortent avec les femmes mariées qui sont maudits. Qu'ils doivent... Non, je le dis. Non. Je le dis pas seulement les hommes célibataires, les hommes mariés aussi. Pourquoi pas? Ceux-là, on connaît ce qui va arriver à leur foyer, mais je dis... on connaît ce qui va arriver à leur foyer, mais je dis les jeunes garçons. Oui. Et vous les voyez déambuler là, je cherche la femme, je cherche ceci, je cherche cela. Ok, on va lire 3 messages précisément. On va passer à autre chose. Merci Charles pour ces précisions parce qu'il y a beaucoup de jeunes là dehors qui n'ont pour seule spécialité que de sortir avec les femmes mariées. Voilà, sortir avec les cougars, ces gigolos là. Attention parce que vous ne savez pas ce qui vous guette après, vous ne savez pas ce qui vous guette après. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que à ceux qui nous écoutent, c'est que même sur le plan de la concurrence, il y a des jeunes garçons qui sont montés pour sortir avec la femme de certains messieurs pour avoir la vie du monsieur en main. Oui. Parce que ces femmes, lorsqu'elles sortent, elles livrent leur mari à 2. Elles livrent leur mari à 2 francs. Mon mari est comme ça. Mon mari est comme ça. Comme tu le vois là, ils volent même dans l'entreprise. Comme tu le vois là, il y a des strates. Il y a un célèbre homme d'affaires aujourd'hui qui est tombé en faillite à cause de sa femme. Merci. Oui, à cause de sa femme. Je ne vous dirai pas on sait qui c'est, qui est tombé carrément en faillite à cause de sa femme. Alors, on va lire quelques messages. L'adultère de la femme rend son mari vide de sens. L'homme perd sa virilité, sa vigueur, lorsqu'il apprend que sa femme a chosifié ce qui l'appartient. Il meurt 2 fois dans sa conscience et dans la société qui l'entoure. Si c'est moi, je chasse cette femme, ainsi que ses enfants, parce que rien ne justifie que ce sont mes propres enfants. Tizi Tado depuis Marois. C'est un peu extrémiste. C'est pas les enfants.
Pas les enfants quand même. Un autre message qui nous dit tout simplement que il ne faut pas négativer cette femme. Il peut arriver que pour cette dernière, ce soit un jour de confession afin de démarrer une nouvelle année dans un angle positif. Il me revient d'encourager la bravoure de cette femme qui, par cette action, tente d'attirer les ondes positives dans son foyer pour une nouvelle année. Vous, les traditionnalistes, voilà, hommes comme femmes, nous sommes tous perfectibles et capables de nous repentir pour un meilleur départ. En tout cas, pour elle, mieux gâter cette relation dans le mensonge que de l'aménager dans la tromperie. Babi depuis... Chalamel, il n'y a plus de temps, vraiment, c'est l'homme qui porte la famille. Ok, il n'y a plus de temps. On va lire un dernier message. Ça fait c'est le troisième, ok, troisième message. Troisième dernier message. Troisième dernier message. C'est Dieu qui expose les péchés cachés. Fais tout ce que tu veux pourvu que je ne sois pas informé. Merci. Chacun a sa conscience. Elle récoltera les conséquences. Edmond de Malabo. D'accord. Merci beaucoup, madame, monsieur, de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. On va prendre tout de suite la prochaine articulation de ce programme. Il s'agit de la colère de Charlamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du serment en Afrique. Quelle est la valeur du serment au Cameroun? À quoi sert encore la prestation de serment faite dans ce pays par les différents corps? Au regard du sort réservé à la parole de bien des chefs d'État africains, on se demande bien à quoi servent les serments en Afrique. Chez nous, on dit Aïdo ce soir. Quelle est l'importance du respect de la parole donnée en Afrique, du moins dans l'Afrique traditionnelle? Du fait que les investitures des chefs d'État en Afrique se suivent et se ressemblent, ou presque. Peut-on encore se fier à la prestation des médecins, des avocats, mieux des présidents? La question se pose avec une acuité à un moment donné où l'Afrique va amorcer un autre virage. Pourquoi ont-ils tous besoin de prêter serment sur la Bible, le Coran ou encore la Constitution, alors que jamais ils ne les respecteront? Pourquoi ne pas prêter serment sur l'autel de nos ancêtres? Les chefs d'État ont ainsi plus peur des totems, des fétiches des ancêtres que des constitutions. Je m'interroge. Comment comprendre que ceux qui prêtent serment sur les deux livres sacrés, une fois au pouvoir, deviennent des corrompus, des dénaturés, dépravés, pervers, ingrats, vicieux, cyniques, exécrables et insupportables? Que vaut le serment d'Hippocrate aujourd'hui pour ces médecins qui abandonnent des gens, qui regardent des gens mourir? Comment comprendre ce manque d'engagement solennel de la part de ceux qui prêtent serment? N'y a-t-il pas lieu de procéder à la réforme du serment en Afrique et pourquoi pas au Cameroun? Comment comprendre que la valeur symbolique de la prestation de serment reste liée à la politique? En dehors du Haïdo ce soir, répété de manière laconique, quels sont les engagements pris? Quelles sont les mesures, les contraintes qui obligent celui qui prête serment à tenir ses engagements? Comment comprendre que la majeure partie des dirigeants usent de tous les subterfuges pour violer les textes alors qu'ils ont prêté serment? Serment d'Hippocrate, quand tu nous tiens. Comment comprendre que chaque président élu prête invariablement un genre de serment qui n'engage en réalité que ceux qui ont la naïveté d'y croire? Même les plus mal élus prennent du plaisir à promettre de respecter et de faire respecter la Constitution qui foule la minute d'après aux pieds. Le cas est légion. Les cas sont légion en Afrique. À quoi servent toutes ces cérémonies de prestation de serment de biens des chefs d'État en Afrique, qui ne sont en fait qu'une occasion
de compter leurs amis, de parader, de festoyer? Comment comprendre que la dimension festive l'emporte tout le temps sur le caractère solennel de l'engagement pris vis-à-vis du pays? On invite des homologues d'autres pays pour montrer qu'on a des amis du beau monde derrière soi. Mais quelle est la valeur accordée au serment? Essayons de comparer. Est-ce la même chose aux États-Unis lors de la prestation de serment ou encore de ce côté du royaume d'Angleterre? Comment comprendre que toutes les institutions, toutes les lois fondamentales sont au service du chef de l'État qui a prêté le serment de respecter et faire respecter solennellement les lois qui lui violent? Oui, on se retrouve dans un État où le petit directeur, le petit délégué roule avec un cortège équivalent à celui du président de la République. Qu'est-ce que c'est beau! Après avoir juré de respecter les textes sacrés de la République, les dirigeants vieux usent de tous les subterfuges et sans lubrifiant pour modifier, recontextualiser certains textes. Revoir la forme des prestations en Afrique, il faut une sorte d'inculturation de ces serments. Il y a en effet une possibilité de les rendre totémiques si on veut leur donner une chance de produire leur effet, car l'Afrique est malade. Malade de ses serments, malade de ses prestations de serment. L'Afrique est surtout dans une forme de déni, le déni total de ce qu'elle est et de ce qu'est son histoire. Quand on pense ici à un monsieur comme Frantz Fanon, qui est un, on va le dire, un génie de cette humanité que nous saluons tant lorsqu'on parle des sujets liés à l'Afrique et lorsqu'on voit son dernier livre publié, Les damnés de la terre, livre évidemment très important sur justement la passion et surtout l'aliénation culturelle africaine l'Afrique qui doit sortir de sa dépersonnalisation. Là, j'utilise un terme cher à Frantz Fanon, ce génie qui est mort quand même très tôt, à 36 ans seulement, il est mort, mais après avoir déjà publié et commis des ouvrages qui sont restés aujourd'hui, on va le dire clairement pour ne pas faire la fine bouche, très célèbres pour nous qui souhaitons revoir l'Afrique sur la place la plus importante du monde. Donc là, les prestations de serment qui sont faites soit sur le Coran ou sur la Bible, on voit très bien que ça ne marche pas. Oui, il faut le dire, ça ne marche pas. On a tout essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a tout fait. D'ailleurs, tout récemment, au Tchad, il y a une ministre qui a refusé de prêter serment. Oui, elle a refusé. Elle a dit non, c'est pas possible. Et donc, il va falloir que les gens continuent à avoir une telle attitude pour qu'on revienne aux prestations de serment, le cadi, comme on dit. Donc je pense que pour cette question-là, les traditionnalistes comme Boro Bengan ou bien Chalamel sur ce plateau ont l'autorité nécessaire pour en parler. Donc Boro Bengan, quelle est votre analyse de la question des prestations des serments en Afrique? Non, avant d'arriver à mon analyse, il y a d'abord ce qui est. Oui. Et je vais compléter à ce que Chalamel a dit. Ce qui est, c'est que le serment qui est prêté en Afrique, dans certains pays, ne vaut rien. Rien du tout. Ou alors, si vous voulez, ce n'est pas un serment. D'abord, sur le plan protocolaire, prêter serment, c'est prendre l'engagement. Il a dit ici, nos chefs d'État ne prennent pas l'engagement. C'est-à-dire, c'est vous-même qui citez. Ou alors, vous répétez auprès de celui qui vous amène à prêter serment. Donc, vous dites qu'en Afrique, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une prestation de serment dans son sens clair. Oui, il s'agit d'un cirque. C'est un cirque. Oui. Prenons même le cas. Ou d'un semblant de prestation de serment. C'est le théâtre. Serment, c'est un engagement. Regardez même pourquoi nous disons avec autorité que même dans ces églises-là, l'islam ou les églises chrétiennes, Dieu n'existe pas dedans. Parce que je vous prends un exemple. Je veux dire, soyons courtois. Non, je le dis d'autorité. Oui, ça c'est vrai, mais sauf qu'après, on peut être courtois et ne pas blesser la sensibilité de ceux qui nous regardent et qui seraient... Il n'y a pas de blessé. La Bible a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Bon, si vous voulez vous affranchir, connaissez la vérité. Même là, au Lyon, vous l'avez dit au ministre, vous ne nous avez pas dit la vérité. Tout le monde recherche la vérité. Et on vous dit là où se trouve la vérité. Vous dites, vous risquez de blesser ma sensibilité. À ce moment-là,
vous irez donc en enfer que vous voulez fuir. On va parler comme le feu Charles Ateba est né. La vérité, c'est comme les fesses. Quoi qu'on dise, on finit par s'asseoir avec. S'il était coutumier, tout ça. Donc, justement il y a un enseignant que j'ai respecté. Je pense qu'il s'appelle professeur Didier Olinga. C'est lui, avec témérité, il a dit que le président Biya, s'il respectait le serment, il n'aurait pas dû se présenter en 2011. Précisément parce que chaque fois il a prêté serment pour respecter la Constitution, qui avait limité les mandats. Même s'il lui arrivait de modifier ces dispositions de limitation de mandat, ça devait plutôt profiter à son successeur, pas à lui. Mais principe de non-rétroactivité. Voilà, absolument. Vous utilisez souvent une expression, on a frigorifié nos mémoires. De telle manière que lorsqu'un chef d'État est en passe de modifier la Constitution, tout le monde a intégré faussement qu'il modifie la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Pour que ça lui profite à lui. Ça lui profite à lui. Alors que non. Justement, ça veut dire que nous-mêmes, les citoyens africains, nous ne savons pas ce que veut dire prêter un serment. Absolument. C'est précisément parce que nous avons nos mémoires frigorifiées. Qui a frigorifié nos mémoires? C'est l'Église. Ce sont les églises importées. Ce sont les églises importées. Donc, il devait, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui cite et lui vient dire I do so swear. Non, il devait dire, prononcer lui-même. Regardez, je vous donne là le serment de l'Algérie. Le président algérien, quand il ne peut pas prononcer, on prononce et il répète. Fidèle aux valeurs de notre révolution sacrée et à la mémoire de nos martyrs, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de défendre la Constitution, de veiller à la sécurité de la nation, de préserver l'indépendance et l'unité du pays et d'œuvrer de toutes mes forces pour la réalisation des intérêts de la nation et de la République algérienne démocratique et populaire. Et vous savez, dans la Constitution algérienne, il est dit que si vous êtes né après 1954, donc dans la Révolution, vous devez prouver que vos parents n'étaient pas des traîtres. Si vous êtes né avant, on doit voir vos classes. Quand vous voyez ce président aujourd'hui, on ne sait pas, on le met là, on le maintient. C'est précisément parce que lui, il a prêté serment de cette manière. Oui, donc, on va dire en fait, les pieds noirs. Hein, oui, les pieds noirs. Regardez même à l'église. J'entends souvent le terme parrain. Quand vous venez, quelqu'un veut prendre la confirmation ou la Sainte Seine, il parraine. Et c'est vous qui prenez l'engagement devant Dieu et devant les hommes que cet enfant, vous allez le conduire sur les pas de Jésus-Christ et jusqu'à ce que et à peine les cérémonies finissent, vous-même vous oubliez que vous avez prêté serment, que vous avez pris l'engagement, alors que nous autres, moi j'ai prêté serment devant les ancêtres et devant Dieu que je serai sur le chemin de la justice et de la vérité. Moi j'ai pas besoin que vous me jugiez. Si je m'écarte, les ancêtres vont me dire bon c'est fini pour vous. Oui, absolument. Il dit c'est fini pour vous. Et là, je le sais. Et c'est là l'efficacité de nos serments africains. Parce que lorsqu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'à peu près dans nos serments. Lorsque vous vous écartez du chemin que vous avez... Vous êtes frappé. Absolument. Ça, il n'y a pas de... On ne fait pas semblant chez nous. Hein. Ça, c'est vrai, sans plus. Donc, Chalamel, cette question quand même soulève d'autres situations. Et vous l'avez relevé ici. C'est que au-delà de tous ces serments, on voit des médecins qui font le serment d'Hippocrate, mais quand on voit comment ils s'exercent en tant que médecins, on se pose des questions. Allez voir le serment de Galéen, le serment des apothicaires ou le serment de Galéen des pharmaciens. C'est comme ça qu'ils gèrent. Allez voir ceux qui ont fait le serment de Bourgela pour les vétérinaires. C'est comme ça qu'ils gèrent. Allez voir ceux qui ont fait le serment des jeux de paume pour les infirmières. C'est comme ça qu'on fait. Allez voir tous les corps où on se retrouve à prêter serment. C'est le corps des corrompus. Attends, je ne vous coupe pas. Mbouamassok avait refusé de prêter serment au tribunal Ndokoti. Quand il voulait déboulonner des trucs, il leur a dit, je vois le Coran et la Bible. Apportez-moi mon livre sacré. Je ne prête pas serment sur vous. Voilà. C'est bien de le relever. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que l'Afrique doit revenir à ses valeurs essentielles. Le mariage, c'est une prestation de serment, monsieur Eric Fopoussi, pour ceux qui ne le savent pas. Absolument. Vous vous engagez, les deux s'engagent.
Je m'engage à te protéger, te respecter, te nourrir, te donner tout ce qui puisse être comme plaisir. Je m'engage. Pareil pour la femme. Je m'engage à pérenniser la famille. Je m'engage. Monsieur Lifopoussi, c'est la poudre de perlimpempem. Oui, je le promets. Oui, je le veux. Les autres prononcent et oui, ils promettent. je le jure. Oui, je le veux. Ça, c'est quoi ça? Non, Quand il sort le premier dossier, dit tu as combien? Tu donnes combien? Tu crois que je suis prêté seulement là pour tes beaux yeux? Tu sais comment je t'en ai fait pour m'aligner là? Voilà. D'accord. Donc voilà, on va le dire, hein, c'est l'inefficacité, c'est un cirque. Pour reprendre ici des termes chers à Mbobok Bengan. Madame, Monsieur, marquons une courte pause et revenons pour la deuxième partie de ce programme pour continuer à évoquer les sujets qui concernent la République du Cameroun. Bonjour Madame, Messieurs, pour cette deuxième partie du 10-12, le Zénith de ce vendredi 7 décembre 2018. L'occasion pour nous encore de faire cette dénonciation de ces personnes qui se croient calife à la place du calife. Il est inadmissible qu'un ministre, soit-il ministre, déplace tout un cortège de Yaoundé à Douala pour aller prendre un vol qui va dans un pays voisin. Et le vol qu'il prend d'ailleurs, c'est dans une compagnie aérienne qui n'est pas celle du Cameroun. C'est inadmissible, on ne peut pas cautionner ça. Et vous imaginez tous ces fonctionnaires qu'il embarque dans ce périple sont forcément en mission avec tout ce qu'on peut imaginer comme commission, frais de mission pour ces affaires-là et tout ce que ça coûte aux contribuables camerounais. On ne peut pas continuer à accepter ça, c'est inadmissible qu'on fasse ça. Donc il faut que désormais on soit vigilant par rapport à ce type de comportement. C'est des comportements qu'on ne doit pas accepter, des comportements très répréhensibles. Une fois qu'on a dit ça, on va prendre les messages que vous nous envoyez, Madame, Messieurs, pour ce vendredi matin. Avec vous, Karine Santi, allez-y. La prestation de serment est une foutaise en Afrique en général et au Cameroun en particulier, parce que notre soi-disant président, vraiment évitant des paroles pareilles, et ses collaborateurs ont formatisé, je ne sais pas si c'est ça, ou faut formatiser le cerveau du Camerounais, formaté le cerveau du Camerounais, et il connaît plus faire la part, et il ne connaît plus faire la part des choses. Mama de Bonabéry. Un autre message. Je le jure. Je le jure. Un autre message. J'ai 31 ans, père de 4 enfants. Ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami. La femme est un démon. Nous vivons dans un monde moribond des femmes. Si tu laissais ton meilleur ami venir à la maison quand tu n'étais pas là, c'est normal. Ou quand vous avez les problèmes, tu laissais qu'elle expose à ton meilleur ami, c'est normal. Prêter serment, c'est un engagement que le concerné prend de manière fructueuse et accessible au niveau des sociétés, de la communauté et toutes les autres organisations. Mais je me pose souvent question, est-ce que cela se manifeste dans notre pays? Vous avez dit c'est de manière fructueuse, non. C'est une lourde responsabilité que vous prenez, c'est un poids que vous portez. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, on parlait de l'Europe avec le concept de gilet jaune. On s'est rendu compte que son programme porté, il a pris engagement. Lorsque vous ne respectez pas, on vous dit, messieurs, vous n'avez pas respecté. Vous n'avez pas respecté et vous voyez ce que ça donne. Nous, quelles sont les mesures de contrainte? Quelles sont les mesures? Comment peut-on contraindre? A dit, vous n'avez pas respecté ici. Il y a un appareil. Tous les leviers sont tenus par la même personne. Ça prouve que le Cameroun n'a pas un président de la République. Tout ce qui arrive au Cameroun est la faute de Paul Biya, le manque de présence physique dans tous les chantiers du pays et laisse tout aux mains de ces vampires. Waouh. Un autre message, vraiment... Alors, je dois préciser quelque chose parce que ça commence vraiment à être récurrent. Quand les gens veulent nous écrire au Zénith, je vous en prie, soyez courtois. Les mots que vous employez envers les autorités de la République doivent être des mots bien choisis. Les termes tels que vampire et tout ça ne sont pas acceptés. On doit éviter au maximum. On peut être contre la politique menée par nos dirigeants sans verser dans la vulgarité, dans l'outrage à ces personnalités-là. Donc il faut rester
tout à fait courtois pour ne pas gâcher l'essence même de ce que vous voulez dire. Parce que quand vous voulez dénoncer une situation, si vous la dénoncez avec un outrage, on va oublier la pertinence de votre message pour se focaliser sur votre manque d'éducation, votre manque d'éducation. Donc il faut, je vous en prie, madame, monsieur, rester courtois lorsque vous nous envoyez des messages. On comprend votre colère, on comprend vos souffrances, on comprend que vous soyez des gilets jaunes à la camerounaise, mais contrôlons nos émotions. Le Camerounais est fidèle à la médiocrité et à la magouille. Il acclame chaque nomination, même quand on connaît très bien son frère, Ngunga Isaac de Yaoundé. Notre message, qu'est-ce qu'un sectaire a à voir avec les prestations de serment? Mais eux aussi prêtent serment là-bas. Là-bas, c'est plus rigide. C'est même encore plus rigide dans ce cercle-là. Un autre message, l'Afrique noire est victime de ce que Frantz Fanon appelle la névrose coloniale dans son ouvrage Peau noire, Masque blanc. Je rappelle que Frantz Fanon était également psychiatre. Donc, il était psychiatre. Il a longtemps été en Algérie où il a contribué au mouvement de libération de ce pays. Il a d'ailleurs malheureusement subi les affres, puisqu'après on l'a expulsé d'Algérie pour ses positions politiques, malheureusement. Mais on va le dire, hein, c'est quand même toujours une grosse perte qu'une personne comme Frantz Fanon soit partie aussitôt à 36 ans seulement. Et lorsqu'on voit tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a laissé à la postérité, on se dit, nous sommes juste on va dire, nous sommes des blagueurs sur Terre. Il y a un autre message. Oui. La prestation de serment est devenue de nos jours une sorte de passage en revue de troupe. Karel de Mbagno qui nous écrit. Alors pourquoi est-ce que Mbamba, on ne pourrait pas, au travers d'une assemblée constituante des tenants du patrimoine ancestral, organiser une prestation de serment un jour avant la prestation de serment officielle? Ça veut dire, vous devez faire une prestation de serment, on vous amène d'abord devant les ancêtres réunis des 4 aires géographiques du Cameroun, vous passez là, vous prenez, c'est-à-dire écrit de votre main, monsieur Eric Fopoussi, de votre bic, de votre temps et de votre sueur, vous prêtez serment là avant d'aller faire le folklore des Blancs. Absolument. Et vous mangez la terre. Pourquoi on n'en est pas précisément? Parce que nous avons un fameux décret qui nous terrorise jusqu'aujourd'hui, le fameux décret numéro 57/501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun. C'est le gouvernement de Guy Mollet qui avait pris cette décision-là, parce que l'État du Cameroun est né dessus d'un décret français. Jusqu'à ce qu'on se réunisse en assemblée constituante, nous ne serons jamais sortis de l'auberge. Justement, nous autres, comme vous dites, nous avons cette proposition-là. Le jour où il y aura une assemblée constituante au Cameroun, on va dire désormais, voilà ce que nous proposons comme serment pour nous dire... Parce qu'il faut le dire, il faut dire que des personnes comme Ruben Oumniobé, des personnes comme Félix Moumié sont passées par là, par ces différentes associations, assemblées constituantes de détenteurs de patrimoine, pour prêter serment qu'ils vont défendre. Mais la preuve, 1952, ils étaient obligés eux-mêmes de piétiner leurs propres dispositions des statuts qu'ils venaient d'adopter. Ils devaient élire 11 membres à leur congrès des ECA. Ils n'ont élu que 4. Même le trésorier qui lui n'a pas prêté serment avait été coopté précisément parce que dans l'art divinatoire, on a vu que il n'était que 4 qui pouvaient prêter serment. Et vous avez vu, aucun d'eux n'a trahi. Même Ernest Wandje hier, à qui on a voulu faire des trucs, il a dit non, tirez sur moi les yeux ouverts. Il les regardait. Donc, justement, c'est par rapport à ce serment-là que leurs noms sont inscrits en lettres d'or. Et c'est un vrai déficit pour le continent, pour le pays, d'avoir des personnes qui ne peuvent pas donner une parole et la respecter. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Dire que le Cameroun sera prêt le jour dit et qu'on se retrouve aujourd'hui à déblatérer sur pourquoi la CAN nous a été retirée, pourquoi qui est responsable. Je pense qu'à un moment donné, quand même, ce pays souffre justement de cette
parole qu'on donne et qui n'a pas beaucoup de poids, puisque derrière, on peut ne pas la respecter et il n'y aura aucune conséquence. Donc c'est ça le problème. Donc il faut qu'on revienne à ça. Jean, chapitre 1, de verset 1 à 5, de quoi? Au commencement était la parole. La parole est, et vous citez ça tous les jours. Même pendant la catéchèse. Maintenant, vous ne savez pas de quoi. Monsieur Rifopoussi, oui. Je vais vous raconter l'histoire. Peut-être je vais taire son nom parce qu'il est encore là et en fonction. C'est quelqu'un c'est un monsieur qui a reçu du chef de l'État une confiance. On l'a élevé au rang de ministre. Il décide de rentrer, donc pour prendre le pouvoir, comme cela se fait traditionnellement. Il envoie tout ce qu'il faut pour organiser. On attend le jour qu'il arrive. Tous se réunissent dans un lieu secret. Pendant qu'il attend, on lui dit non, tu ne peux pas. Ce n'est pas toi. C'est ce qu'on voulait te dire. Ressors. Il a organisé des coups pour détruire l'ensemble de ces villages. Avec son ancien ami qui était au Minat, pour détruire, je vous l'ai dit, pour détruire. Oui, on lui a dit tu ne peux pas. Donc, monsieur Rifopoussi, on a encore ces valeurs. Je crois qu'il faudrait. Le Cameroun est le dernier pays. Voilà le Sénégal qui vient de mettre sur pied le musée des civilisations noires. Mais monsieur Rifopoussi. Mon Dieu. Et quand vous voyez l'architecture de cette affaire à Dakar, ils avaient une avance sur nous avec comment on appelle le monument de la Renaissance. Le monument de la Renaissance. On avait l'autre lieu où on envoyait les esclaves à Gorée, l'île de Gorée. Merci, ça me revient, l'île de Gorée. Et ils ont battu. Nous ici, on devait avoir ne serait-ce que le musée. Monsieur, il faut pousser le musée de la sorcellerie. Pour parler simplement, trivialement, on devait avoir le musée du patrimoine immatériel. Là maintenant c'est scientifique. Tout à fait. Le musée du patrimoine immatériel. On te fait la voix, monsieur Rifopoussi. Lorsque vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous voulez lui envoyer le tonnerre et vous combinez ça et ça. Mais regardez. Nous on connaît des gens qui envoient le tonnerre, monsieur Rifopoussi. Ce qui se passe dans nos tribunaux. Tout le monde prête serment de dire la vérité, rien que la vérité. Mais c'est là où le mensonge commence. D'accord, ok. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Madame, messieurs, merci de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on s'intéresse aux 59 entreprises suspendues de toute activité douanière au Cameroun par le directeur général des douanes le 5 décembre dernier. Motif, non-paiement des droits, taxes de douane et intérêts de retard dus au trésor public. Parmi ces entreprises, on peut retrouver la société sucrière du Cameroun, Cameroun Oil Company et bien d'autres. On rappelle que cette décision fait suite à un communiqué conjoint signé le 4 novembre 2018 par le directeur général des douanes et celui des impôts Modeste Mopa Fatouin. À cette date-là, les deux directeurs généraux informaient le public de l'entrée en application d'une nouvelle procédure de renouvellement des dettes fiscales auprès des receveurs des douanes. À cet effet, M. Fongot et Mopa avaient invité les importateurs débiteurs vis-à-vis de l'administration fiscale à se rapprocher de leur centre des impôts de rattachement pour régulariser leur situation et éviter d'éventuels désagréments lors de l'importation de leurs marchandises. Alors, bon, Bengan, c'est une question quand même, c'est depuis le 5 mercredi qu'on a donc appris cette nouvelle. L'État du Cameroun qui, comme vous le savez, doit devoir élargir son assiette fiscale et également les poches d'argent, et il y a donc ces entreprises indélicates qui ont choisi de ne pas assumer leur paiement, faire leur paiement, et la direction générale des douanes et la direction des impôts qui sévit. C'est la bonne méthode pour inciter ces entreprises à payer, parce qu'après il y a toujours des manques à gagner. On sait que c'est pas évident. Lorsqu'on sait comment se porte le tissu économique au Cameroun, on peut questionner la pertinence d'une telle décision, d'une telle suspension. Absolument. Oui. On reconnaît que la douane et la direction générale des impôts, là où l'État, c'est entre autres institutions qui permettent à l'État d'avoir un peu d'argent pour tenir ses engagements. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est que l'État, à travers son bras armé qui est le gouvernement, devrait accompagner les milieux économiques.
les aider à s'épanouir. Voilà, lorsque vous entendez parler Bolloré, Bui, que tout ça là, ils sont portés par l'État, par leurs États. Et c'est d'ailleurs ce que précise, c'est ce qui est derrière ce que vous appelez mondialisation, que le chef de l'État parlait dernièrement. Tout à fait. Quand vous parlez de problème de politique de protectionnisme de certains États, les États reculent un peu et créent des multinationales qui permettent à cet État-là de bien s'entrer. Mais ici, les entrepreneurs, ou alors ce que nous appelons opérateurs économiques, ils sont dans la débrouillardise. Donc, ils sont contraints de procéder à des contournements des impôts et autres taxes. Voilà. Or, ce n'est pas normal. Parce que ces entreprises camerounaises ont du mal, on le voit très bien, à boucler la fin de mois, à assumer les charges. Et lorsqu'on procède par cette manière, on est en train d'asphyxier 69 Donc, en fait, entreprises. pour un État, c'est une délégation de pouvoir. Lorsqu'on vous autorise à créer une entreprise, dont l'État vous délègue un pouvoir en disant je ne peux pas recruter tous mes compatriotes et même les habitants de ce pays. Donc, prenez ce pan de pouvoir, allez construire une usine de sucettes ou de tels. Vous allez m'aider à recruter mes gens, mes compatriotes. Et par rapport à ça, donc, on vous dit, voilà les aménagements que vous avez, vous devez. Et on vous accompagne. Ici, non. Dès lors que vous créez, on vous dit, oui, vous pouvez créer une entreprise en 72 heures. Vous créez après, on dit, voilà, bon, on a aménagé, vous avez 2 ans, vous ne payez pas la taxe. Et après, on commence à vous poursuivre comme si vous étiez un bandit. Et à ce moment-là, vous aussi, dans certaines occasions, peut-être les matières premières qui viennent de l'extérieur, vous voulez certains aménagements, on ne vous l'accorde pas. Vous voulez, bon, qu'est-ce que vous voulez? On commence à être comme si tout le monde était sauveteur. Tout à fait. Donc on est là dans l'informel total. C'est malheureux. Et actuellement, j'ai discuté avec beaucoup d'entreprises et c'est vraiment compliqué cette situation. Si cette suspension se confirme dans les faits et qu'on empêche justement leurs activités en douane, ça va, oui, jusqu'à ce qu'ils régularisent la situation. Et voici le mois du pointage. C'est à hauteur de milliards. Voici le mois du pointage. On pourrait vous suspendre comme ça le mois surpassé. Mais le mois-ci, il y a le décembre et janvier. Les 2 mois-ci, si quelqu'un, peut-être si tu es un commerçant, quelqu'un te fait comme ça sur les marchandises qui t'a tué. C'est comme si on avait arraché ton totem. Mieux vous faites ça. On pouvait faire ça le mois surpassé, on gère, mais le mois comme ça, c'est un bahat. Laissez-moi les périodes s'y passent même. Non, c'est compris. Donc, il y a parce que il ne faut pas qu'on pense que nous sommes dans une dynamique d'empêcher l'État à faire ses recettes. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on dit, c'est juste qu'il y a des moyens incitatifs de faire en sorte que ces entreprises-là l'État puisse recouvrer normalement ses recettes, sans couper les têtes des opérateurs économiques. Surtout en cette période comme la tendance où il y a beaucoup d'activités, il y a suractivité. Donc c'est une mesure, on va bien voir quelles vont être les conséquences, et pourtant on pourrait leur accorder un moratoire. Elles travaillent et puis elles règlent leur facture progressivement. Mais bon, voilà, on va voir. Est-ce que la vie est facile? Voilà, on va passer à autre chose puisque le temps qui nous est imparti s'écoule rapidement. Allons-y rapidement. Le cardinal Christian Toumi acculé après une lettre adressée le 25 novembre dernier au ministre de la Défense et aux groupes armés à propos de la crise anglophone. Le missionnaire a adressé une deuxième lettre qui laisse bien entendre que seule la conférence générale anglophone peut permettre de parvenir à un dialogue et pas la mise en place d'un comité de désarmement constitué des membres pourtant indésirés par les groupes armés dans les régions anglophones. En attendant la réaction du gouvernement camerounais au sujet de la All Anglophone Conference, au-delà du comité de désarmement et de démobilisation et de réintégration. Pour lui, la solution viendra des concernés eux-mêmes et non pas d'un comité composé de membres qui n'ont pas pu empêcher le conflit de perdurer.
On va voir que le cardinal Christian Toumi, malgré le fait qu'il soit acculé, reste tout à fait droit dans ses bottes. C'est le moins que l'on puisse dire. Il est cohérent dans sa manière de voir les choses depuis que cette crise anglophone a commencé, depuis le déclenchement de cette crise anglophone. Donc il est toujours resté constant et c'est tout à son honneur qu'on le dit sur ce plateau. Robin, comment vous analysez ces propos du cardinal et tout ce qui est dit autour de lui, hein? Je l'analyse en restant dans la désolation totale. Oui. On ne peut pas comprendre que vous avez un président qu'on dit catholique qui a été au petit séminaire et que chaque fois, et je pense en 2011, sa prestation de serment est même terminée à la cathédrale. On a eu cette même église, certains prêtres qui la double chaque fois. Les papes sont arrivés ici 3, 4, 5 ou 6 fois, je ne sais plus. Et qu'il ait un compatriote qui soit cardinal de la même église et qui ne puisse pas s'entendre, se parler. Je ne comprends pas. Se voir, c'est ce que je vous dis, peut-être même que c'est votre église importée qui vous apporte ce type de comportement. Nous, en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Mais pourquoi ils ne peuvent-ils pas causer alors qu'il y a des problèmes? Je ne comprends pas. Donc, bon, peut-être je ne me retrouve plus dans la nouvelle technologie. Et c'est pour ça que l'un de mes maîtres dans l'initiation me disait, il est très difficile de naître à une génération et de vieillir à une autre génération. Moi, je ne comprends pas le comportement des gens de votre génération. Notre génération, voilà, une génération donc, de 32 je suis obligé à ce moment-là de considérer le cardinal Toumi et le président de la République comme mes enfants. Parce que c'est moi, en fait, qui ai accepté que l'Église catholique vienne ici. Et il y a un type d'engagement que nous avons pris avec ceux qui venaient avec l'Église catholique, tout comme les autres églises protestantes. Pourquoi ne respectent-ils pas ces engagements? Charles Lamé parlait tout à l'heure de serment. Et c'est précisément parce que nous ne respectons pas ces engagements-là qui ont été pris sous la base d'un serment que le ciel du Cameroun s'est obscurci. Et on est arrivé à une rigidité telle que je ne sais pas si c'est ce que vous recommande la Bible. Mais nous, ce n'est pas possible. Le chef de l'État, le cardinal Toumi devait avoir le numéro direct, la ligne directe du chef de l'État et causer de manière récurrente, régulière, permanente. D'accord. Et qu'il se retrouve à Beya. On dit, ah oui, le gouverneur n'est pas là, c'est par téléphone qu'on appelle. C'est-à-dire, on lui interdit même la manifestation sans le lui dire. Il est l'unique cardinal du Cameroun quand même. Tout à fait. Alors, il y a des indiscrétions que nous avons reçues de la réunion du comité Cannes de mercredi dernier, réunion au cours de laquelle Joseph-Antoine Bell aurait dit aux membres présents autour du Premier ministre ce jour-là et leur confier une confidence qu'il aurait eue à Accra à la veille du jour du 30 novembre où on nous retire l'organisation de la Cannes 2019. Il dit que son interlocuteur lui avait dit à Bell que comment voulez-vous que nous venions jouer la Cannes 2019 au Cameroun alors que nos inspecteurs sont venus dans votre pays et ce sont les membres du BIR qui les ont accompagnés à Limbe et à Boya. Nous qui étions juste des inspecteurs venus voir ce qui se passe dans ces deux villes qui vont accueillir la compétition ou les stades d'entraînement. Et il a encore ajouté que comment voulez-vous que tout récemment dans votre élection présidentielle, on n'a pas vraiment vu un candidat présidentiel aller faire des meetings là-bas dans cette partie du pays. Comment voulez-vous que nous acceptions que les équipes viennent jouer, 4 équipes qui vont jouer à Limbe, avons les garanties que vous aurez toujours des billets pour chaque joueur qui vont jouer et les officiels et les arbitres. Quand Bell dit ça, on comprend aussi que la conférence générale anglophone qui était prévue pour se faire à Boya, si ça avait eu lieu, on aurait peut-être, dans les circonstances meilleures, apaiser les positions, faire en sorte que le calme revienne et qu'au final, on n'en soit pas à subir le coup du sort de ce retrait de l'organisation de la CAN. Nous l'avons dit ici que c'était incongru
est même incompréhensible que le gouvernement ne puisse pas saisir cette opportunité-là de laisser cette conférence se tenir en août, comme ça avait été le cas. Oui. Ça aurait été une bonne chose pour que la paix revienne, ou alors le début d'apaisement, au moins l'apaisement revienne. Et aujourd'hui, à la fin de l'année, on serait allé plus loin dans le dispositif de la paix. Comprenons. Mais bon, là, je sais que Christian Toumi a dit sans sa lettre que toute déception est une bénédiction. Bénédiction. Et Voilà. il a même poursuivi très loin avec des questions. Mais il sait que il ne croit plus au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs, et je le partage, je le soutiens. Bon, Je le tout ça soutiens. parce que les gens vont encore Oui, prendre je le le propos soutiens. et les transformer pour dire que vous confirmez que Christian Toumi est un opposant du régime. Non, vraiment. Non, il n'a rien d'opposant. Christian Toumi, beaucoup des compatriotes l'ont vu en 92 pour qu'il se porte candidat. Il a dit non, j'ai pris un chemin, il est le mien, je vais rester, je vais demeurer là. Je voulais rappeler les questions que le cardinal Christian Toumi a émises dans sa lettre. D'accord. Quelles sont les causes des problèmes sociopolitiques et économiques que nous vivons aujourd'hui dans les deux régions anglophones? À votre avis, quelle forme de gouvernement peut mieux résoudre ces problèmes? Petite sous-question, la fédération, la fédération est-elle assurée? Deuxième sous-question, est-ce l'État unitaire décentralisé actuel? Compte tenu de la crise actuelle et des comportements moraux de certains acteurs, ne serait-il pas souhaitable que la philosophie morale soit introduite dans le système éducatif du pays? Ça, c'est sa question. D'accord, donc vous voyez que Christian Toumi, comme je l'ai dit, c'est vraiment le cardinal, il est resté cohérent dans ce qu'il pense de la résolution de cette crise. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il fasse cette question à ce PCM, à choix multiples, ce QCM qui nous permet clairement de savoir si la fédération, si le fédéralisme, puisqu'on en parle, à un moment donné, on nous a dit dans ce pays que le fédéralisme, il fallait surtout pas en parler. Apparemment, un livre considère même le fédéralisme comme une forme de sécession. Donc, à cet âge ici, on tient un langage de vérité. On ne peut plus tenir un langage ambigu. Donc, moi, je le soutiens. De langue de bois. Oui, il doit dire ce qu'il pense. Alors, Chalamel, sur tout ce qui tourne autour des propos du cardinal Christian Toumi, on va voir que désormais, il a raison. Je veux dire, juste le retrait de l'organisation de la CAN nous montre que si nous avions écouté le cardinal Christian Toumi dès le départ, nous n'en serions pas là aujourd'hui, du moins en partie. Vous l'avez si bien dit déjà, M. Eric Fopoussi. Ce que je pourrais ajouter, c'est que cette histoire, tant que ce n'est pas le chef de l'État qui s'y engage, rien ne bougera. Il s'est engagé pour la CAN, rien n'a bougé. J'ai dit, tant qu'il ne s'y engage pas, rien ne bougera. C'est-à-dire c'est le Manitou. C'est-à-dire, Chalamel, c'est l'homme par qui tout arrive. D'organiser cette conférence générale anglophone. C'est l'homme par qui tout arrive et tout repart. Donc, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit bloqué et il apparaisse comme le sauveur. Le Messie. Au point où on en est, ce serait salutaire. C'est-à-dire que si le président Paul Biya aujourd'hui décide d'organiser une conférence générale anglophone, ce serait salutaire. Ça veut dire que ce serait... Il faut d'abord utiliser l'épisode des décrets. Ça coûte tellement 5 minutes. Oui. C'est-à-dire l'appel, il dit, son éminence, est-ce que vous pouvez monter à Yaoundé, on se retrouve? Vous pouvez venir me voir dimanche ou lundi à 10h, on se retrouve. Vous venez. Il lui dit, voilà. Il lui dit, bon, j'étais compris, tu me laisses faire. Je te donne jusqu'à 20 février. Dans la fin de la jeunesse, je vais absolument. C'est aussi simple que ça d'ailleurs. Allez-y, Charles, allez-y. On a dit au chef de l'État dans les premières heures que c'était des affamés qui se fâchaient. Il n'y avait rien. Lui s'est rendu compte que c'était faux. Bon, je dis dans les premiers, c'est des renseignements. On lui dit que ça va mourir comme d'habitude. Oui. De 3 mois, l'affaire là, c'est comment? Ce qu'on dit là, non, mais on contrôle la situation. On appelle ça la stratégie. On appelle ça la stratégie du pourrisme. Après, ça continue. Mais j'entends encore des choses. Non, c'est des gens qui sont à l'étranger et tout, qui sont en train de faire. Vraiment, donnez-nous l'ordre de pouvoir faire amener ces gars de l'étranger, là, les calmer et tout, fermer leur clapet. Ça va terminer. Ok. On ferme. On attend encore. Mais monsieur, je commence à être interpellé par les ONG. Monsieur le Président,
À l'heure actuelle, on nous dit même que des gens viennent du Nigeria pour rentrer et tout. Il faut sécuriser les frontières, sécuriser ceci. Les séminaires sont organisés. Ah, d'accord, j'ai compris. Monsieur, il faut aussi la crise n'a cessé de s'enliser. Aujourd'hui, c'est plusieurs poches de résistance. Ça veut dire que celui avec qui tu vas discuter en Europe n'est pas le même que tu vas rencontrer dans le sud-ouest. Ce n'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe que tu vas discuter avec qui est dans la zone de Bafanga. C'est pas le même groupe que tu vas rencontrer. C'est des poches à Fontaine. C'est des poches. Il faut discuter. Qui les contrôle? Maintenant, voilà là où ça devient très compliqué. Entre-temps, il y a des gens qui se servent. Entre-temps, il y a des gens qui se servent, n'ayons pas peur de le dire. Il y a des gens qui se servent, monsieur Eric Fopoussi. Vous savez, la guerre profite à plusieurs personnes. Non, mais moi j'ai peur que vous le disiez. Hein. Monsieur Eric Fopoussi, non, mais ça touche. Non, mais sauf que ça va toucher à des intérêts, on va le dire comme ça, qui peuvent nuire. Hein, à notre République. Le mieux, c'est de ne pas en parler. Oui, en bien ou en mal, il y a des gens qui se servent, qui se nourrissent de la guerre. Il y a l'industrie de la guerre, monsieur Eric Fopoussi. Il y a le fournisseur d'armes. Il faut bien que l'armée républicaine soit fournie en tout ce qu'il faut pour pouvoir combattre. Donc, il y a une industrie de la guerre, monsieur Eric Fopoussi. Donc, j'estime que si le chef de l'État se rend compte, les actions étaient louables. Je ne sais pas qui est plus infiltré que l'Église catholique, monsieur Eric Fopoussi. Je ne sais pas qui est plus infiltré dans certaines zones. Parce que lorsque vous allez voir des prêtres qui discutent avec des fidèles peut-être qui appartiennent à ces poches, qui ont des sœurs, des frères, surtout que la plupart viennent se confier. Il y a la confession. Je pense que chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle la confession. On vient dire aux prêtres quels sont nos péchés. Et donc, pas seulement, il y a les imams, il y a les pasteurs des églises de réveil, et il y a, je veux dire, ne focalisons pas ça sur l'église. Que des gens se soient levés, on pouvait les inviter, discuter avec eux en disant, mais quelle est votre histoire même que vous voulez développer là? Qu'est-ce qui en retourne? Est-ce que ce n'est pas une histoire qu'on voit Simon Munzula avec l'ONU? Est-ce que ce n'est pas le bras caché de l'ONU? Est-ce que ce n'est pas une main cachée des différentes structures internationales? Essayez de démêler. Bon, ok, comme vous voulez vous lancer, sachez qu'on a mis 4 missions. On a d'abord eu la première mission Garga Amanadi. On a eu la mission Peter Mafani Moussongue. On a eu la mission Yam. Voilà ce qui nous a amené. Essayez un peu de lire ça. Vous voyez comment vous pouvez agrémenter vos actions. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on reste comme ça, le temps passe. Les gens ne font que s'entretuer. Voilà une nouvelle année. Comment vous appelez ça? Un tweet. Soit par WhatsApp. Voilà, par WhatsApp. Ça, c'est privé, oui. Et au fur et à mesure qu'on reste comme ça, pour les jambes, si ça dépendait de moi, papa descendait là-bas à la nouvelle année. Même avant la nouvelle année, si on pouvait même commencer la nouvelle année en beauté, maman, parce que les morts tous les jours, on a tué, on a kidnappé, on a fait semaine encore. Waouh, Seigneur Jésus. J'imagine les mamans qui sont en brousse avec les enfants. Quand même, la guerre va me finir quand? Oh, la crise anglophone, ça me fait parce qu'on a oublié le Boko Haram. Ou c'est tout le Boko Haram? Non, on a pu oublier. Ce Boko Haram continue à sévir. En plus, il est compris dans la mission du DDR. Permettez-moi de vous le dire sur ce plateau. Permettez-moi de vous le dire. On va sembler dire que j'insiste beaucoup dessus, mais je peux dire que tous ces hautes personnalités qui aujourd'hui pleurent la CAN 2019, on doit leur dire ce matin que même si on a beaucoup parlé de la question de l'avancement des travaux des chantiers de la CAN, la raison fatidique, décisive qui a conduit à ce qu'on nous retire cette CAN, c'est d'abord et avant tout la crise anglophone. Les gens doivent, parce que j'entends depuis, on dit il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on arrange les... Si en 2021, nous sommes prêts, tous les stades sont prêts et qu'il y a encore à Limbe, à Boya, partout là-bas, cette crise anglophone, il n'y aura pas de CAN au Cameroun. Il faut qu'on dise ça aux gens, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Il faut qu'on dise ça aux gens, parce que depuis, on fait des réunions, on parle de dysfonctionnement, on parle des chantiers, on parle de ci, mais personne n'évoque la question de la crise anglophone. On oublie que, et c'est Bell, qui dit depuis le départ, qui est dans le vrai depuis le départ. Et vous dit, attention, on a vu des pays où les stades
stades ont été badigeonnés à la veille de la compétition, on a toléré. Mais depuis qu'on a eu cette histoire de Cabinda en Angola, la CAF ne s'est plus jamais remise de ça. Donc, on ne peut plus accepter que des pays, qu'on soit en train de jouer dans des pays où il y a des craquements d'armes. Ce n'est pas possible. Le football, c'est un regroupement de gens pacifiques pour la fête, pour la joie. Ce n'est pas où on va jouer avec des gens à côté qui pleurent. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe nulle part ailleurs au monde comme ça. Et depuis on fait les réunions, je constate juste qu'on n'en parle pas. C'est comme si la crise anglophone, la question sécuritaire est une question à reléguer oui, est une question qu'il ne faut surtout pas avancer. Donc faisons attention, chers compatriotes. Faisons attention parce que c'est... Oui, Charles, allez-y. Monsieur Arifopoussi, les sous-préfets étaient tenus de faire des bulletins. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Oui. Les préfets tenus, les gouverneurs tenus. Pareil, oui. Oui. Peut-être les enfants. Non, mais Bobo, cela à suffisance devait renseigner sur l'État. Je ne prends pas les autres corps qui font d'autres bulletins. Je dis ceux qui ont la charge de pouvoir acheminer. Il y a des zones où les sous-préfets ne sont plus. Et qu'on n'a pas encore remplacé. Et qu'il faut absolument qu'on remplace. Et que ceux qui ont été pointés du doigt sont en train de réfléchir, monsieur Rifopoussi. Il faudrait bien qu'on puisse prendre des mesures pour cela. L'autre chose qu'il faut préciser, monsieur Rifopoussi, c'est que frappez sur Google la sécurité du Cameroun. Tapez la sécurité, vous voyez la carte. Oui. Vous regardez les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et du sud-ouest. Rouge. Prenez Google, je ne dis rien, mais prenez Google, vous allez sur Google, vous frappez la sécurité du pays, vous regardez la carte, imagez, et à partir de là, pour non, mais Chalamel, ce qu'on dit sur ce plateau ce matin... C'est pour conforter ce que vous dites. Justement, parce que les gens vont encore dire que nous sommes anti-patriotes et que nous voulons déjà jeter le propre sur 2021. Non, ce n'est pas le propos. On va encore le dire. Attention, on aura beau construire les stades et même les routes et même tout ce que vous voulez comme hôpitaux de référence, 8 hôpitaux de référence, faites ça comme vous voulez. Mais tant que la crise anglophone n'est pas résolue, nous ne serons pas sortis de l'auberge. Le dire, ce n'est pas être anti-patriote. Le dire, c'est justement être très patriote parce que la CAF va encore s'appuyer sur cette raison pour dire qu'au Cameroun, la question sécurité n'est pas garantie pour qu'on amène des équipes jouer au stade de Limbé. Si Django Frontier vivait, oui, il dirait ce qu'il avait dit, que quand vous refusez de nous écouter, tout le monde va nous entendre. D'accord. Et quelqu'un s'est proposé, David Aboué-Machoï, il s'est proposé pour jouer le médiateur. D'accord. En tout cas, voilà, madame, ce qu'on pouvait dire de cette revue des réseaux sociaux, le temps de retrouver Constille Lamine dans un court instant. Mais j'aimerais vous dire tout de suite que vos messages, nous allons les lire. Soyez tranquilles, ne soyez pas inquiets. Nous ferons une bonne partie de l'émission pour vous rendre ces messages-là. Il est commenté au besoin comme on le fait souvent. Voici donc la suite de ce programme. À tout de suite. Découvrez et appréciez la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Ahmed Miracle est une gamme complète pour la santé et la beauté de vos cheveux. Elle nourrit, protège, assouplit, embellit et favorise la poussée de vos cheveux. La gamme Ahmed Miracle est constituée d'un shampoing, d'une huile essentielle, d'un traitement et d'une huile pour cheveux. La gamme Ahmed Miracle est une gamme de produits 100% naturels et tropicalisés pour tout type de cheveux. Alors, pour l'entretien parfait de vos cheveux, une seule solution. Ahmed Miracle avec son shampoing, son traitement et ses huiles pour cheveux de qualité supérieure et le résultat est visible à l'instant. Disponible à l'Institut Ahmed, situé à Dedo, Douala, face Ancienne Isès. Contact commercial et livraison 695 65 88 82 679 51 70 14. Ahmed Miracle, la solution idéale pour l'entretien de vos cheveux. Merci beaucoup pour en parler, Constille Lamine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ces clients, bonjour à toutes ces clientes qui de plus en plus font confiance à la gamme Ahmed Miracle. Alors ce matin, je reviens encore avec notre modèle. La semaine, c'est-à-dire mardi dernier, il y avait un côté qui était naturel, hein. Voilà, il y avait un côté qui était naturel et l'autre côté avec la gamme Ahmed Miracle. Et aujourd'hui, c'est-à-dire toute la tête entière est couverte de la gamme Ahmed Miracle pour montrer ô combien cette gamme est efficace. Nous allons bien entendu permettre aux téléspectateurs qui se disent que c'est une greffe. Ce n'est pas la greffe, ce sont les cheveux de la jeune dame. Et ces cheveux ont reçu la gamme Ahmed Miracle. Voilà la preuve en est. Nous allons peigner, regardez là.
Regardez là, ce n'est pas une greffe, chers téléspectateurs, ce sont les cheveux de la fille et ces cheveux ont reçu la gamme Ahmed Miracle qui est donc disponible à l'Institut de beauté Ahmed, c'est à Deido, à Douala au Cameroun, en face de l'ancien ISES. Vous me regardez à l'instant à la maison, vous avez besoin d'entretenir vos cheveux, vous avez besoin de les sécuriser, de les nourrir, de retirer les pellicules sur vos cheveux. Une seule solution, c'est la gamme Ahmed Miracle qui embellit, protège, nourrit, traite vos cheveux. Donc ce n'est pas la greffe. Hein. Ce n'est pas la greffe, c'est pas la greffe. Hein. Ce sont les cheveux de la jeune dame. Déjà, elle était là mardi avec un côté qui avait la gamme Ahmed Miracle et l'autre côté était naturel. Alors on est revenu ce matin avec bien entendu la totalité des cheveux est couverte de la gamme Ahmed Miracle. Oh là 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 là, quel véritable miracle, chers téléspectateurs. Plus besoin d'acheter n'importe quoi, optez pour la qualité, utilisez la gamme des produits Ahmed Miracle. Aïe, quel nyanga oh. Aïe, maman, baisse encore la tête un peu, voir. Baisse un peu. Ouch, regardez comment ça brille. Quel éclat, quelle beauté. Tout ceci, c'est grâce à la gamme Ahmed Miracle. Alors, merci. Alors, à l'instant, il est question, bien, après donc cette démonstration, j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Vous me regardez à la maison, c'est le mois des fêtes, c'est décembre, Noël c'est bientôt, la Saint-Sylvestre c'est bientôt. Tous ceux qui vont commander à l'instant la gamme Ahmed Miracle et qui résident dans la ville de Douala ou alors qui seront de passage à Douala vont bénéficier d'une coiffure gratuite et d'une application de la gamme Ahmed Miracle. Dès que vous commandez à l'instant, tout au long de cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine, la gamme Ahmed Miracle, vous bénéficiez d'une coiffure gratuite et d'une application gratuite de la gamme Ahmed Miracle sur vos cheveux. Et ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala, qui ne pourront pas venir chez nous, ils auront tout simplement à recevoir gratuitement leurs produits à la maison parce que les frais de livraison, nous allons supporter les frais de livraison. La livraison sera gratuite pour ceux des téléspectateurs qui vont commander à l'instant la gamme Ahmed Miracle. Alors tout de suite, place à la présentation. Déjà le prix, vous l'avez à 25 000. Oui, à partir de 25 000 francs. Cette gamme des produits pour cheveux, elle traite, elle protège, elle assouplit, elle embellit, elle facilite la coiffure, elle favorise également la poussée des cheveux. Et parlant bien sûr du traitement, les femmes qui ont les problèmes de pellicule, les hommes qui ont les problèmes de pellicule, c'est terminé avec la gamme Ahmed Miracle. Vous l'avez à partir de 25 000 francs à l'Institut de beauté Ahmed, situé à Douala au Cameroun. Et dès que vous commandez à l'instant la gamme Ahmed Miracle, vous bénéficiez d'une coiffure gratuite et d'une application gratuite de votre gamme Ahmed Miracle. Et ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala, la livraison, elle est gratuite. Revenons à l'instant sur la présentation des produits qui constituent la gamme Ahmed Miracle. Nous allons commencer rapidement par le shampoing que voici. Bien entendu, c'est un shampoing pas comme les autres. Il permet de laver vos cheveux, il permet bien sûr, c'est-à-dire de pouvoir rendre propre vos cheveux et de faciliter la pénétration du traitement. C'est un shampoing pas comme les autres. Il constitue la gamme Ahmed Miracle. À côté bien sûr du shampoing, vous avez le traitement Ahmed Miracle. Pourquoi choisir le traitement Ahmed Miracle? C'est un traitement pas comme les autres. Le traitement Ahmed Miracle permet de traiter les cheveux, de protéger les cheveux, de les embellir, de les assouplir au maximum. C'est un traitement complet pour les cheveux, quel que soit le type de cheveux. Oui, que ce soit les cheveux naturels, les cheveux des Bakala, les cheveux des Asiatiques, les cheveux des Mino, quel que soit le type de cheveux, le traitement Ahmed Miracle est idéal pour l'entretien de vos cheveux. On a également l'huile pour cheveux Ahmed Miracle. Cette huile est une véritable révolution pour les cheveux. Elle permet de faire briller les cheveux. Elle permet d'éviter, c'est-à-dire de casser les cheveux. Elle permet de maintenir la coiffure de vos, c'est-à-dire des cheveux. C'est une huile exceptionnelle. On a également l'huile essentielle Ahmed Miracle. Alors n'hésitez surtout pas. Donc les 4 produits qui constituent la gamme Ahmed Miracle qu'on va encore vivre en direct avec des images de démonstration à travers notre spot à l'instant. Et n'oubliez pas que la gamme, vous l'avez à partir de 25 000 francs à l'Institut de beauté Ahmed. Les voilà, je dis bien à partir de 25 000, achetez la gamme Ahmed Miracle et soyez vraiment, c'est-à-dire ceux-là qui vont bénéficier de pas mal de merveilles, des produits de qualité
pour l'entretien des cheveux. Oui, 100% naturel. Le shampoing, le traitement, l'huile pour cheveux, l'huile essentielle, vous l'avez à partir de 25 000 francs. Une gamme complète, une gamme Nyanga. Oui, évitez d'acheter le vrac. Vous voulez embellir vos cheveux, vous voulez maintenir la coiffure. Que ce soit les particuliers, les instituts de beauté peuvent également commander la gamme Amel Miracle en appelant dès à présent à nos numéros de téléphone. Je reviens sur le prix. Vous l'avez à partir de 25 000. La gamme Amel Miracle disponible à l'Institut de beauté Ahmed. Oui, je dis bien situé à Deido, en face de l'ancien ISES. Et de ce côté-là, il y a de la qualité. N'oubliez pas, dès que vous commandez à présent, vous avez droit à une coiffure gratuite. Merci beaucoup. Et rendez-vous chez Ahmed. D'accord. On va tout de suite prendre interpellation, madame, messieurs, de ce matin. Merci infiniment à vous de nous rester fidèles. Interpellation. Pour le développement et le progrès de notre pays, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. On veut d'abord la paix au Cameroun. Tous les Camerounais œuvrent pour la paix, la stabilité et le progrès. De deux, il y a un problème majeur. Par exemple, nous les Benskines, ce que nous traversons en route, il y a le problème des impôts. Parce que moi, je ne trouve pas normal que quelqu'un paye ses impôts. Par exemple, moi, je paye 1 an d'impôts, 1 an. Mais il y a des zones où on m'interdit d'entrer pour travailler. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de Dedo. On nous dit qu'il y a une interdiction, une zone interdite à Dedo. Mais quand tu passes là-bas, on te prend la moto, on te demande l'impôt. Tu demandes à celui qui demande les impôts, est-ce que tu as un impôt? Il dit que non. Il est de la chefferie de Dedo. On n'entre pas à Dedo, c'est une zone interdite. Pourtant, je paye mes impôts. Je paye mes impôts, je vis à Dedo, mais je ne peux pas travailler à Dedo. Ça ne se fait pas. Donc c'est un peu ça. Pour qu'on évolue, il faut qu'on arrive à se comprendre. Comme mettre le truc de tribalisme là de côté. Le tribalisme. Parce que l'homme camerounais est très tribaliste. Et c'est très mauvais pour le pays. Ouais. Retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, pour commenter clairement cette interpellation avec le compatriote qui a, donc comme vous le voyez, il a fait étalage de quelques situations, problèmes à résoudre au Cameroun. Il a parlé de la paix, il a parlé également de la question des impôts, mais évidemment des obligations qui ne sont pas respectées. Bon, et c'est une bonne vieille question de ces motos qui sont interdites d'accès à Douala Premier, notamment à Deido. Donc c'est un vieux problème. On en a beaucoup parlé dans cette émission. D'ailleurs, on n'a jamais été d'accord, chacun sur ce plateau, sur est-ce normal qu'on interdise aux motos de circuler à Deido? Chacun sur ce plateau a son point de vue là-dessus. Oui. Les motos circulent déjà. Moi, je vois les motos traverser Deido désormais. Mais sauf que ces motos circulent avec une épée de Damoclès sur elle. Parce que si on vous arrête là-bas, c'est compliqué. Je vous dis, placez vous-même, que ce soit au niveau de ça circule, trois boutiques, où c'est, je pense bien, 3 boutiques et l'autre rue. Vous allez vous rendre compte le soir qu'elles traversent, et c'est les habitants de Deido même qui le portent. Pour la plupart, les motos, c'est les habitants nous de sommes Deido d'accord, Charles, nous sommes d'accord que les motos circulent. Moi, plusieurs fois, j'ai transporté par les motos à Deido, que ce soit... il y a des axes. Les motos vont à la rue de la Joie, route Bessengue, corps public Deido. Oui. Mais l'autre cantonnement, oui, le cantonnement Deido plage, oui, tout à fait. C'est interdit. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des zones qui sont... Et même les motos qui circulent sur cette axe Deido plage, c'est à leur risque et péril. Est-ce que c'est de la responsabilité de la chefferie de Deido donc de récupérer ces motos? Non. Lui, il donne une espérance. J'ai été transporté. Non, c'est pas une fois, pas 2 fois. On a vu ces gens, j'ai été transporté par au nom de la chefferie de Deido. Une fois sur cette voie, on a été arrêté par un agent de la mairie et d'ailleurs, j'ai été tout à fait impressionné par le dispositif parce que l'agent en question était dissimulé quelque part comme s'il prenait ses bières et il est arrivé là, il nous a agrippés et a montré son badge de la commune et nous on était tout simplement surpris par cette capacité à se camoufler comme l'a fait cet agent. Donc c'est pour vous dire que ce qu'il dit est réel. Il ne faut pas qu'on jette ça d'un revers de la main. Il est important qu'on puisse cette question Boro Bengan, c'est vrai, il dit qu'il paye chaque année ses impôts à la mairie libératoire. Je pense que c'est 30 ou 40 000 par an. C'est déjà bien de payer. Il faut continuer à payer. Oui. Mais non, il faut aussi se rendre compte que c'est cadré à Yaoundé.
la voie de moto ne circule pas partout. Tout à fait. Partout, c'est tout à fait normal. Donc on reste là où l'État a consenti de décéder à certaines circulations. Tout le monde ne circule pas sur l'autoroute. Même lorsqu'il y aura des autoroutes, toutes les voitures ne sont pas autorisées à circuler sur l'autoroute. Il faut un type, comment vous appelez ça, une visite technique appropriée. Appropriée, oui, absolument. Et il y a aussi un type ça, de kilométrage à avoir sur l'autoroute. Nous devons être disciplinés. Oui, très bien. Merci beaucoup. On va lire comme on a promis, parce que c'est aussi ça le respect de la parole donnée. Nous sommes la télévision qui excelle dans le respect de la parole donnée. C'est pour vous dire que les serments que nous prenons, c'est des serments pour lesquels nous ne faisons pas de mauvaise foi. On va tout de suite avec vous lire ces messages-là, Karine Santia. Bonjour au panel. Après la fausse prestation de serment, le président piétine aussitôt la Constitution parce qu'il n'applique pas la déclaration des biens. Steve de la Cité Siki. Oui, article 66. Tout à fait. Un autre message qui nous arrive à l'instant, Alain de Ngaoundéré, pour la prestation de serment, mieux même manger la terre. Un autre message, qui peut-on considérer comme le père de l'indépendance du Cameroun? C'est Tara qui nous envoie le message. Mais bien sûr, il n'y a pas de discussion. La prestation de serment au Cameroun, c'est vraiment les expressions. Un autre message. Pour ma part, je crois que la prestation de serment devrait connaître un réaménagement dans ce sens où chacune des personnes à prêter serment fasse un discours personnel de foi. Roméo de Newbell. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure Robégan, c'est-à-dire que le fait de vous-même répéter ce sur quoi vous prêtez serment, pas qu'une autre personne prononce et vous dites juste que je le juge. Ouais. Un autre message qui nous arrive à l'instant, Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est un message en réponse à Mbombok. Non, ce n'est pas réponse à Mbombok. Dieu, justement, est au-delà de tout, c'est vrai. Et c'est nous, les Africains, qui avons appris au monde que Dieu existe. Les Blancs ne savent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas venir avec les gens. Donc, ils ne me répondaient pas. Il faut comme si il y a une contradiction. Il y a l'amalgame concret, justement, parce que... l'Église, quand tu dis que Dieu n'est pas l'Église, pense que vous ne croyez pas en Dieu. C'est l'Église qui ne croit pas en Dieu. Je prends les deux églises qui sont ici, les deux plus grandes. L'islam fait le djihad. L'église chrétienne fait l'inquisition. Oui, les croisades. C'est ça, c'est les croisades et tout, c'est ça, alors que la religion africaine trône l'amour. D'accord. Alors, bon, trône la guerre. Dieu se trouve à quel niveau? Dieu se trouve il faut dire aux gens que être traditionnaliste n'est pas être athée. Il faut dire ça aux gens. Il n'y a pas ici une distinction ou une guerre à faire entre être traditionnaliste et ne pas croire en Dieu. Celui qui est traditionnellement africain croit d'abord en Dieu parce que Dieu est d'abord africain. Absolument. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. Il faut qu'on comprenne cette affaire. Parce que si on part sur des discours philosophiques de la Bible et du Coran, on va se perdre. Donc, il y a une façon, il faut dire aux gens que le christianisme, c'est la philosophie de vie de Jésus. Absolument. Et que l'islam, c'est la philosophie de vie de Mohamed. C'est-à-dire que Mohamed a dit aux gens comment ils doivent croire en Dieu. Jésus a dit aux gens comment ils doivent croire en Dieu. C'est comme aussi les Africains peuvent dire comment l'Africain croit en Dieu. C'est les Africains qui ont appris au peuple juif que Dieu existe. Oui. Il faut qu'il le sache. Moi, je suis prêt à faire ce débat. Je peux négocier avec le top management d'Equinox, qu'on appelle le plus grand imam ou chef du pays. On appelle le nonce apostolique, si vous voulez, et qui que vous voulez. On le fait ce débat en français ou en anglais. Je le dis et je répète, c'est lorsque nous avons appris au peuple juif que Dieu existe, que Moïse a pris nos textes sacrés, qu'il est allé traduire en hébreu. Et la preuve, quand il descend de la montagne, il trouve le peuple juif en train de prier les dieux qu'il connaissait.
Et vous vous êtes dit qu'il est en train d'adorer dessus. C'est justement Moïse qui a appris à ce peuple que Dieu existe. D'ailleurs, bon, j'aimerais dire qu'il y a quand même une fâcheuse coïncidence entre le mythe de la Trinité du Christ et celui d'Isis et Osiris. Absolument. Et là, je voudrais vraiment que le chef d'église arrive ici pour qu'on en discute. Pour l'église musulmane, non, il faut le dire, lorsque le roi Sundiata a légalisé l'islam en 1236, il y a eu 2 de ses généraux, Fakoli et Tiramakan, qui ont dit qu'eux, ils n'adhèrent pas. Et c'est à ce moment qu'est né le terme athée. Et justement, ceux qui venaient pourtant d'être islamisés et dont on posait encore la question de savoir s'ils connaissent vraiment Dieu. Et les 2 généraux se sont rebellés et en 1240, ils ont créé leur... Ils ont dit nous continuons. Merci beaucoup. C'est sur ce qu'on va terminer l'émission de ce matin en disant que nous sommes africains et nos ancêtres depuis des millénaires ont toujours cru en un seul Dieu, un Dieu unique. D'ailleurs, toutes nos langues, vous trouverez un mot qui désigne le Dieu Tout-Puissant et c'est clair. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous. Passez une très très bonne journée, un bon week-end aussi. On se retrouve lundi prochain lorsqu'il sera 10h dans l'émission républicaine. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et là, c'est en Afrique qu'on le dit.